Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas du tout quel format aura cette vidéo, mais vous le voyez aujourd'hui, on va faire la tier list des runs Hellblazer et pas un peu, on va faire littéralement tous les putains de runs de Hellblazer parce que vous le savez, c'est littéralement mon comics préféré, c'est John Constantine, c'est mon personnage préféré. Je suis finalement le plus gros fan originel, le fanboy de ce personnage et donc j'avais envie depuis très longtemps de faire une tier list, mais vous savez que j'aime bien faire les choses de manière complète, je fais pas les choses à moitié, donc si on fait une tier list, on fait une tier list avec tous les comics Hellblazer hors spin-off, donc évidemment j'ai pas mis Lady Constantine, etc. Mais vous voyez devant vous que vous avez littéralement tous les comics Hellblazer, donc vous avez tous les comics Hellblazer originaux qui vont jusqu'à Death and Cigarette, jusqu'à... Alors j'ai pris les TPB, même si du coup en fait dans certains TPB il y a plusieurs arcs narratifs, mais souvent un TPB c'est égal à un arc narratif, donc ça c'est plutôt bien dispatché pour le coup. Ensuite vous avez tout Constantine New 52 qui d'ailleurs est une catégorie à part parce que ça pue un peu la merde. Vous avez les Constantine, The Hellblazer Constantine du coup, qui était la jonction entre Rebirth et New 52. Vous avez le run Rebirth, le run du Sandman Universe et le dernier run du coup Dead in America. Bon, comme vous pouvez le voir, ils sont tous triés dans l'ordre. Je vous mettrai la tier list en description si jamais vous voulez la faire. Il y a plusieurs catégories. Il y a Absolute Hellblazer. Parce qu'en fait, le problème de Hellblazer, c'est que, à part Constantine 52, c'est que globalement tout est plus ou moins excellent, vraiment. Enfin, tout est, dans mon estime, si on le compare à d'autres comics, tout est excellent. Mais pour les trier entre eux, ça va être très très dur. Et c'est pour ça que je me dis que ça peut être intéressant de parler de cette tier list là, d'autant que j'ai fait regarder un PDF que je vous mettrai aussi en description avec littéralement une description, enfin un petit résumé de tous les putains de runs. Ça m'a pris 1 heure à faire ça, c'était très long. Du coup, on va faire dans l'ordre et on va commencer. Je vais vous présenter les catégories. Donc la première catégorie, c'est évidemment Absolute Hellblazer. Donc là, c'est Absolute Cinéma, c'est vraiment mes préférés. Genre, c'est pas objectif, c'est vraiment purement subjectif. C'est moi, qu'est-ce que mes préférés, mes chouchous. Ensuite, vous avez Gothic, donc évidemment les meilleurs runs, le tiers S+, enfin vraiment les runs les plus quali. Vous avez ensuite très solide, où les runs sont très solides, Classic Shit, donc en gros c'est le tiers normal, sauf que évidemment le tiers normal pour Hellblazer, ça équivaut, enfin la qualité standard de Hellblazer équivaut à un S de n'importe quel autre comics, parce que Hellblazer met une tempête à 90% des comics, mais ça c'est pas une queue, voilà, c'est pas le problème. Donc Classic Shit, OK tiers, c'est le run, il est OK tiers, pas ouf, le run il est pas ouf, claqué au sol c'est nul à chier, et Constantine New 52, c'est pour Constantine New 52, je vous expliquerai plus tard, parce qu'évidemment je vais vous bombarder d'anecdotes, vous êtes pas prêts, vraiment la vidéo va durer 1000 ans. Voilà, j'aime beaucoup Hellblazer, je connais beaucoup de trucs dessus, donc vous allez voir que vous êtes juste pas prêts. Et en tout cas, si vous voulez commencer Hellblazer, regardez cette vidéo en entier parce que vous saurez littéralement toute la trame principale de l'histoire. Vous connaîtrez du coup comment ça s'est passé d'un point de vue éditorial. Sur le personnage aussi, on va en parler. Évidemment, on va parler de plein de trucs différents, des anecdotes, un peu histoire hors histoire. Donc vous allez voir que ça va être sympa sur ce trêve de bavardage et commençons directement cette tier list. Le premier run, c'est évidemment celui-ci, c'est Hellblazer Original Sins. Du coup, je vais vous mettre la petite. Alors j'ai pris ça à côté, je sais pas si c'est extrêmement légal, mais comme j'ai tout acheté plusieurs fois en VO et en VF, je pense que je peux me permettre de vous le montrer. C'est le premier run Hellblazer, du coup Hellblazer Original Sins, les péchés originels. Donc évidemment Hellblazer, John Constantine, c'est un personnage qui apparaît dans Swamp Thing de Alan Moore. À la base, c'est un personnage qui est inventé par Alan Moore et qui ensuite du coup va avoir en 1988 sa série perso avec Jamie Delano et John Rigouet au dessin. Vous voyez que c'est des dessins qui sont extrêmement marqués mais qui fonctionnent extrêmement bien, et ce premier arc narratif il va se passer autour, enfin ce premier issue en tout cas il va se passer autour d'un démon africain qui est un peu finalement le démon de la famine, puisque en gros il va maudire des gens qui vont manger de manière excessive comme ça, mais malgré le fait qu'ils mangent en permanence ils vont quand même tous mourir de faim. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui meurent de faim alors qu'ils s'engouffrent littéralement de la bouffe à foison. Donc évidemment John Constantine, un espèce de magicien, d'enquêteur de l'occulte, va venir enquêter sur cette affaire et il va demander de l'aide à son ami Gary Lester dans une case devenue évidemment iconique. Donc là c'est vraiment le premier issue, ça pose l'univers, on nous montre un peu le principe du personnage de Constantine qui n'a pas des pouvoirs de ouf mais qui connaît extrêmement bien l'univers occulte en fait. C'est un personnage qui est pas puissant, qui est pas fort en fait, c'est un personnage qui est faible, qui est lâche, mais qui est extrêmement intelligent et qui va par des stratagèmes à chaque fois réussir à s'en sortir, quitte à sacrifier ses potes évidemment. Donc là il va plus ou moins se servir de son pote comme d'un appât. Je vous montre que ce premier numéro, après je vous spoilerai pas tout évidemment. Vous voyez qu'au niveau des dessins on est sur un truc très horreur, très psychédélique, enfin vraiment c'est marqué dans le temps, je trouve ça absolument excellent. Et ce premier arc, il va faire aussi appel à Papa Midnight du coup, qui est un espèce de sorcier vaudou du coup qui vit à New York.
Donc voilà, ça montre un peu qu'il connaît un peu tout le monde et que même des mafieux extrêmement puissants, il peut finalement leur demander des services parce que tout le monde a l'air de lui devoir quelque chose parce qu'évidemment il connaît un peu tout le monde et surtout il a aidé déjà un petit peu tout le monde. Donc voilà. Et là, il va pouvoir retrouver le démon et le sceller. Donc on est vraiment sur un premier run du coup en 9 numéros. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que cette histoire-là, il y a d'autres histoires. Je vous ai fait un résumé, je vous ai marqué quoi. Voilà, donc c'est en gros, voilà, John Constantine affronte un esprit de la faim africain échappé dans New York qui se heurte à la route de Bava Midnight pardon, et de son vieil ami Gary Lester. Ensuite, vous avez, du coup, ça déroule avec la croisade de la résurrection et le démon Nergal qui sont les premiers de la croisade de la résurrection. C'est une espèce de secte méchante qui est le premier ennemi de John Constantine et le démon Nergal qui est un ennemi qui va être extrêmement récurrent, extrêmement important. Ce run, on peut le mettre évidemment en Absolute Hellblazer. C'est un des meilleurs, c'est littéralement le premier run, mais c'est un des meilleurs runs parce qu'il pose, en fait, ça montre que dès le départ, Jamie Delano, il avait déjà compris qu'est-ce qui allait faire l'essence du personnage, qu'est-ce qui allait faire que le personnage allait marcher auprès du public. En fait, il avait déjà tout compris depuis le début et ce run montre qu'en fait, tout est déjà prêt. Surtout que dans les épisodes 3-4, il y a des bases qui vont être utilisées, donc des éléments de scénario qui vont être utilisés dans les numéros. Sans vous dire de conneries, dans les numéros 230, c'est dans l'arc juste après Lost Imagine, donc littéralement 239. Il y a des éléments du numéro 3, 4 ou 6, 7, je sais plus, qui vont être utilisés dans le numéro 239. Donc pour vous dire que Jamie Delano, il a vraiment quand même carré le comics de ouf parce que dès le départ, il avait posé des bases tellement solides que les autres auteurs vont pouvoir extrapoler et se servir de ce qu'il avait fait des années plus tard. C'est un run qui a duré quasiment 30 ans, donc ça fait toujours très plaisir. Ensuite, on a le deuxième run de Jamie Delano qui s'appelle The Devil You Know. La croisade de la résurrection ayant été anéantie, Constantine doit empêcher le démon Nergal de s'emparer du pouvoir. Pour ce faire, il devra voyager à travers les plans astraux, s'allier à un ami transformé et retourner sur les lieux de la défaite qui l'a plongé dans la folie. Donc pareil, c'est un run extrêmement important puisqu'il va introduire un élément primordial pour l'univers de Hellblazer, c'est finalement le drame de Shibuya. Non, évidemment, c'est pas le drame de Shibuya, on n'est pas dans Jujutsu Kaisen, c'est le drame de Newcastle. En fait, ils appellent ça comme ça, ils appellent ça l'incident de Newcastle, qui, sans trop vous spoiler, est un moment charnière dans la construction du personnage de John Constantine, puisque c'est à partir de là que du coup il va comprendre que la magie a un coût et que s'il fait n'importe quoi avec la magie, il devra en payer le prix fort, le prix très très fort même, et c'est cet événement là qui va du coup traumatiser le personnage et qui va le rendre complètement fou. C'est là aussi qu'on va développer l'asile de Ravenscar qui du coup suite à l'incident de Newcastle, John Constantine va être envoyé en asile psychiatrique parce qu'il était devenu complètement fou et une fois qu'il en sera sorti, en fait ce lieu ne va jamais vraiment le quitter. On y reviendra plusieurs fois du coup dans le comics. Donc pareil, ce run là qui est vraiment très très cool. C'est un, alors je sais pas si c'est Goated, si c'est Goated, c'est Goated parce que c'est vraiment dans la même lignée, il y a tous les éléments importants, on va vraiment développer le lore de Constantine, parce que là en gros on développe l'univers et là on va vraiment développer le personnage, donc avec Ravenscar, avec Newcastle, etc. C'est là aussi on va introduire ses meilleurs amis et tout machin. Et vous avez aussi dans ce numéro, enfin dans cet arc narratif là, le annual numéro 1 de Hellblazer où en gros on va commencer à parler des origines du coup de John Constantine avec son ancêtre païen Constantin, qui du coup est un espèce de mage païen qui, en plus d'avoir défié Dieu et Merlin, va faire une espèce de magie bizarre, une espèce de sacrifice un peu étonnant. Alors je vous en dis pas trop si jamais vous le découvrez par vous-même, mais en gros il va faire des espèces de magouilles un peu bizarres qui fait qu'il va s'octroyer une espèce de pouvoir slash malédiction qui fait que ça va impacter toute sa descendance, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans l'histoire. Pour le moment, ça reste quelque chose d'un élément assez mystérieux et on sent qu'il y a quelque chose avec les origines de Constantine qui tire avec lui une malédiction, mais on ne sait pas trop ce que c'est encore. Ensuite, on a le run The Fear Machine, toujours par Jamie Delano, où en gros, John Constantine, poursuivi pour meurtre, va se réfugier chez un groupe de hippies. Le camp va être attaqué et il va décider de les défendre face à un industriel militaro-industriel d'ailleurs britannique. En gros, là, on est finalement dans le côté plus politique de Hellblazer, puisque évidemment, c'est quelque chose qui avait un côté très prononcé horreur, très... quoi que je peux peut-être pas tout vous montrer, parce qu'il y a quand même du cul, etc. tout le temps. Donc évidemment Hellblazer, comme je disais, c'est un comics très horreur, très super, enfin comment dire, surnaturel, etc. Mais il y a un côté politique qui va arriver très très fort. C'était déjà un petit peu le cas au début, mais c'est dans ce run là que le côté politique va vraiment apparaître. Donc dans The Fear Machine, j'en suis où moi, tac. The Fear Machine, c'est très solide, c'est un tout petit peu moins bien que le run d'avant.
Ça prend plus de temps à partir. Il y a beaucoup plus de blabla d'ailleurs, hein, ça parle, ça parle, ça parle. Mais ça reste quand même très solide, sachant qu'il y a beaucoup d'actions aussi quand même à la fin, donc ça va, ça part quand même en cacahuète. Le dénouement en plus est plutôt cool parce qu'évidemment, c'est pour ceux qui connaissent un peu Doctor Who, c'est un peu la même idée en fait. Constantine trouve toujours une astuce, il trouve toujours un espèce de stratagème, une arnaque à la fin, et ça se réjoue jamais par la violence à la fin. C'est toujours, il va trouver un subterfuge, un truc comme ça. Et j'avoue que le dénouement de The Fear Machine est plutôt stylé. Family Man, alors Family Man c'est un run qui est très apprécié mais moi c'est pas du tout mon préféré. En gros c'est John Constantine qui va traquer pendant quelques numéros un tueur en série tout simplement. Donc je vous ai marqué voilà, dont les actes sanglants contraignent le mage escroc à faire un choix déchirant lors de leur ultime confrontation. Alors moi c'est vraiment pas mon run préféré, je vais le mettre en classic shit parce que alors c'est vraiment purement personnel, moi c'est pas un run que j'ai trouvé vraiment incroyable. En fait, c'est juste que moi, je préfère les. C'est pas En fait, vous avez plusieurs types de runs Hellblazer. Vous avez les runs purement magiques, surnaturels, que moi j'aime beaucoup. Vous avez les runs purement politiques, que j'adore aussi. Et vous avez les runs plutôt côté enquête. Donc revient un peu à ce que Jamie Delano fait un peu une boucle, hein. Il a fait un petit peu les trois pans et il revient avec ce dernier run-là sur le côté vraiment enquête. Donc là, on est plus limite sur du polar en fait, sur de la traque, etc. Donc bon, après, il y a tout un soubassement social qui est assez intéressant, etc. Mais voilà, on est sur un truc un peu plus chill. Ça reste sympa, puis la fin est quand même très très cool. Ensuite, c'est la fin de la période de Jamie Delano. On passe à un nouveau scénariste, pardon, un nouvel auteur et un nouveau dessinateur. Et c'est évidemment Garcenis pour un run qui restera culte de chez culte. C'est évidemment, bon ça vous connaissez sûrement, je vais peut-être vous faire un dessin. Voilà, c'est du coup Falling into the Hell qu'on appelle aussi Dangerous Habits, puisque Falling into the Hell c'est la fin de ce run là. En gros, John Constantine est mourant puisqu'il a un cancer du poumon, comme par hasard, à force de fumer 40 cigarettes par jour, parce que c'est un trope du personnage. En fait, il fait que fumer tout le temps, et à force de fumer, il va avoir un cancer du poumon. Et là, pour le coup, t'as beau avoir du super pouvoir, t'as beau connaître tout le monde en enfer, au paradis, t'as beau avoir plein d'amis. En fait, quand t'as trahi tout le monde te lâche un par un et personne ne peut rien faire pour toi, personne ne veut t'aider à survivre parce que tu t'es fait des ennemis trop puissants et que de toute façon t'es un connard. Et du coup, Constantine va se retrouver vraiment tout seul, tout seul, tout seul. Et là, il est littéralement dans la merde, puisque en fait, il est condamné à mourir de manière plutôt nulle, puisqu'il va tout simplement mourir d'un cancer du poumon. Alors, je vous spoil pas le dénouement, mais bon, évidemment, on est sur. D'ailleurs, je suis allé un tout petit peu trop loin là-dedans, mais je suis allé un tout petit peu trop loin, mais c'est pas très grave. Voilà, ça c'est de l'avant-dernier run de Dangerous Habits. Il y a une conclusion qui est complètement folle, mais je sais pas si... Bon, franchement, je pense que vous connaissez, hein, mais en gros... je sais pas si vous connaissez la résolution, mais en gros... Je vous montre quand même cette dernière case. Enfin, juste celui du dernier numéro, du coup. Alors, c'est pas vraiment un spoil, mais c'est important pour la suite. Je vous dis pas comment il s'en sort exactement. De toute façon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo. Je pense que vous connaissez plus ou moins le délire. Mais la dernière case est importante pour comprendre l'histoire du personnage. En gros, il va invoquer Satan. Je vous dis pas comment, mais voilà, ça va finir. Il va réussir à s'en sortir et il va faire ce geste-là. Donc, un doigt d'honneur littéralement à Satan, au premier des déchus, qui est l'équivalent de Lucifer, alors parce que Lucifer c'est un personnage du coup qui est aussi présent dans l'univers Vertigo, mais qui est présent dans le comics Sandman et qui quitte les enfers, et après que Lucifer ait quitté les enfers, en fait du coup il va y avoir le premier des déchus qui est en fait un proto-Lucifer créé par Dieu, qui va prendre le contrôle des enfers. Et c'est ce personnage-là, du coup, va essayer de tuer Constantine à de multiples reprises, sauf que Constantine va légèrement l'humilier, voilà. Et donc Constantine va se traîner pendant 150 numéros, une vengeance du premier des déchus qui va littéralement essayer de l'exploser vraiment. Il va avoir la haine contre le fait que Constantine est humilié. Du coup, en fait, tous les runs d'après, là, jusqu'à How to Play with the Fire, donc jusqu'à 133 numéros après, jusqu'à Warren Ellis, en fait, il va littéralement... c'est juste John Constantine qui essaie de survivre pendant que, pendant que le premier des déchus se venge de lui. Donc voilà, moi je le mets clairement en Goated. C'est dispo chez Urban Comics en Urban Nomade, si je dis pas de conneries. Voilà, dépendance mortelle. Pour une quinzaine d'euros, vous avez tout le run, donc je vous le conseille. Vous avez même plus loin que le run, donc je vous conseille vraiment
cette période-là de Garcenis. Hein. Si vous aimez Garcenis, on a vraiment un humour qui est exacerbé, c'est hyper violent, hyper irrévérencieux, c'est excellent. Garcenis continue avec le run Bloodline, où en gros, alors je vous fais le petit résumé, un incendie criminel réduit le pub en cendres et cause la mort de sa propriétaire, mais cela n'empêchera pas elle et son défunt mari de se venger des agresseurs. John Constantine parviendra-t-il à les convaincre de renoncer avant qu'ils ne damnent leur âme dans l'enfer? Donc pour une fois, John Constantine essaie de faire le bien, puis ensuite vous avez un autre numéro où en gros il va traquer Jack l'Éventreur. C'est pas le meilleur run, très honnêtement, surtout après Dangerous Habits, c'est un peu moins bien. Moi, je le mets en classic sheet parce que c'est très sympa aussi. On est sur des runs un peu plus chill, mais surtout, en fait, c'est des side runs qui vont permettre, il va y avoir beaucoup de numéros filler, donc parce que vous avez des runs avec 2, 3, 4 numéros comme Dangerous Habits, comme Bloodlines, etc. Puis vous avez des numéros filler, vous avez des numéros indépendants, ces espèces de petits one-shots entre les runs. Et là, les one-shots de Garcenis, ils sont juste excellents puisque ils vont permettre de développer Constantine, mais surtout tous ces personnages. C'est aussi l'apparition du coup de Kit Ryan. Je sais même pas comment on s'écrit dans Hop, dans Hellblazer, voilà, c'est un personnage qui est extrêmement important puisque ça va être la première vraie compagne de John Constantine. Et en fait, c'est parmi ces petits runs-là qui payent pas de mine puisqu'ils sont un peu moins importants dans l'histoire, mais qui vont permettre de débloquer un peu des side caractères, de les développer aussi. Et Constantine va être complètement fou amoureux de Kit Ryan, qui va bien vouloir vivre avec Constantine à une condition, à savoir que sa merde quotidienne n'entache pas finalement leur vie ensemble. Constantine va respecter, en gros il faut séparer le travail de l'amour et ça lui va. Mais, évidemment, le run d'après, Taint Love, alors c'est Constantine qui va se retrouver à se battre contre le roi des vampires. Et comme vous le voyez, voilà, tandis que Constantine se morfond de son chagrin, Kit reprend le cours de sa vie à Belfast puisqu'elle est bulgare. Et en gros, va y avoir une rupture qui est horrible de chez horrible avec Kit Ryan et Constantine. Alors je vous dis pas comment ça se passe parce que c'est quand même très vénère, c'est un événement hyper marquant et surtout c'est vraiment hyper violent. Je sais pas si je peux vous montrer sur YouTube. Enfin vraiment, il y a des cases, elles sont abusées quoi. Là, on est sur un run complètement goated. Alors moi, l'histoire d'amour, j'en ai rien à foutre, mais là, franchement, ça fait très très mal parce que c'est vraiment dans le non-dit, dans le remords. Enfin, c'est vraiment horrible. C'est vraiment une histoire d'amour hyper tragique. Donc voilà, moi, je suis pas hyper client de ce genre de truc-là, mais là, j'avais été complètement scotché. Puis évidemment, les personnages sur Garcenis, ils développent extrêmement bien. Ils sont très réalistes, ils sont très humains en fait. Donc on s'attache vraiment très facilement à ces personnages-là. Et donc, run complètement goated. Ensuite, on a, ça du coup, c'est toujours la période Garcenis. Et ensuite, on a du coup Rakes at the Gates of Hell, qui est du coup le dernier run, enfin le dernier arc narratif de Garcenis. Voilà, tout atteint son paroxysme dans ce final violent et bouleversant, et enfin trouver le moyen de briser l'impasse qui le sépare des autres déchus. Le premier des déchus passe à l'action pour détruire Constantine, donc c'est vraiment la vengeance finale. Mais John, de son côté, prépare sa propre riposte contre le démon, une riposte qui mettra ses plus proches amis en danger, puisque on va développer un autre trope de John Constantine, à savoir le fait que s'il peut sauver sa gueule en tuant ses amis, il va le faire sans hésiter, puisque Constantine a littéralement, en tout cas au début de Hellblazer, aucune morale, vraiment il en a rien à foutre, et s'il peut jeter ses amis sous le bus mais vraiment s'il peut jeter ses amis sous le bus, vraiment c'est pas une expression pour se sauver, il va le faire, et c'est vraiment hyper terrible de voir ça. Genre vraiment quand t'apprécies le personnage et tout, enfin que tu l'as vu, que, évidemment il y a quand même tout un affect qui se développe au fil des numéros, on est quand même à quoi, à 83 numéros sur le personnage, forcément tu commences à kiffer et tout, puis tu le vois faire des trucs horribles, t'es là mais qu'est-ce que tu fais je sais vraiment alors je vais pas le mettre en classic sheet, hein, c'est juste que j'étais en train de réfléchir. Run goated aussi, non très solide parce que en termes d'affect, à part le final, la résolution est un peu moins folle en fait. Ouais, un peu moins folle. La résolution est excellente si on comparait à n'importe quel autre comics, mais si on compare aux autres comics Hellblazer, notamment aux résolutions de Paul Jenkins qui arrivent juste après, qui sont très intelligentes, on va le mettre en très solide parce que ce qui est cool dans Hellblazer, c'est un peu comme finalement dans un Sherlock Holmes ou dans je sais pas moi, un couteau tiré, ce genre de film, c'est qu'à la fin, t'as le personnage qui a tout prévu à l'avance et qui en fait son plan, tous les méchants en fait ils tombent dans le panneau et depuis le début ils sont menés en bateau, tu vois, genre il avait 4 coups d'avance et c'est trop stylé, tu vois, et c'est vrai que là c'est un peu moins le cas, et il y a certains runs où c'est vraiment le cas où tu dis putain en fait c'est vraiment le mastermind originel et Paul Jenkins le fait mieux que personne.
Et justement, en parlant des runs de Paul Jenkins, commençons avec Critical Mass. Du coup, le premier run de Paul Jenkins, Constantine se retrouve pris dans un engrenage de voyage temporel et de terreur lorsqu'il est interpellé par le fantôme, je sais plus lire, de Sir Francis Dashwood, fondateur du Hellfire Club. Dashwood, voilà, je vous ai vraiment pris le résumé parce que j'avais la flemme. En gros, c'est surtout ça qui est important. John Constantine s'enfonce dans un univers mystérieux où une puissante entité, le serpent arc-en-ciel, projette de punir l'humanité pour ses actes destructeurs envers l'environnement en éradiquant toute vie animale. Donc là, on part sur un autre délire. Attendez, bougez pas. Et c'est vraiment, on part sur toute autre chose. Donc c'est vraiment très cool. Alors là, on n'y est pas encore. Il y a quelques numéros de Delano entre les deux. Là, voilà, là on y arrive avec Sean Phillips aux couvertures. Hein, voilà, donc c'est exactement ce numéro-là. Sean Phillips qui faisait les couvertures et certains intérieurs. Donc c'était vraiment hyper cool. Donc là, on part sur un autre délire. C'est Paul Jenkins qui commence un nouvel arc narratif. Et voilà, donc on a cette espèce de démon serpent qui va être assez important. On va avoir une espèce de fin du monde qui va s'amorcer. Donc on part vraiment sur quelque chose de très très différent. C'est pas le meilleur run parce que c'est vraiment une introduction à l'univers que veut poser Paul Jenkins. Sachant qu'en plus on va voir aussi le retour des déchus après. Donc c'est classic shit parce que c'est vraiment, on peut pas vraiment juger ce run là. Il est vraiment dépendant, je trouve, de sa suite. Qui est 10 numéros après quand même. Donc ça prend son temps. Vous voyez que là on est toujours sur Paul Jenkins, Sean Phillips, voilà, et là on arrive sur pour moi du beaucoup plus solide avec d'ailleurs non c'est pas ce numéro là mais voilà, parce qu'on arrive dans le fameux numéro où, alors je vous lis le petit résumé que j'avais fait donc de In the Line of Fire. Dans ce nouveau recueil Hellblazer, John Constantine vient en aide à son voisin du dessous, un géant épileptique. Bon, ça c'est vraiment les petits là en fait il parle des petits fillers parce qu'il y a pas mal de petits fillers. Il y a aussi un numéro sur le foot d'ailleurs pour ceux qui aiment le foot. Donc voilà, Constantine doit renouer avec son côté obscur, un voyage qui l'emmènera vers l'homme le plus maléfique du monde. Voilà, donc là on arrive sur le vrai lore que met en place Paul Jenkins, même si c'est vrai que c'est un peu plus lent, les résolutions et les fillers sont quand même vraiment vraiment cool, donc je le mets aussi en classic sheet. Hop là, excusez-moi, il y a littéralement un mec qui vient d'enculer sa voiture en bas de chez moi. C'est que je me suis arrêté pour regarder. Alors attendez, bougez pas, j'en étais où? Moi j'en étais du coup, oui, moi je préfère quand même The Last Man Standing et In the Line of Fire, du coup évidemment. Là on a quoi? Là on a Constantine qui aide des gens qui sont victimes de revenge porn. Et oui, ça part assez vite en couille. Donc In the Line of Fire, The Last Man Standing et How to Play with the Fire. C'est vrai que How to Play with Fire, ça reste quand même vachement mieux que le reste, on va pas se mentir. C'est le dernier. Alors là du coup vous avez toute la partie de Paul Jenkins et en fait il va y avoir bon, c'est pas vraiment un spoil mais en gros il y a un moment donné où Constantine va un peu splitter. Alors il y a un numéro avec des loups-garous, vous avez un peu en fait vous avez pas mal de fillers. Mais vous avez à un moment donné où en gros le premier des déchus va revenir. Je vous lis le petit, c'est dans How to Play with the Fire, je vous lis le petit résumé. John Constantine doit découvrir le lien entre les catastrophes à travers les âges. Alors que son passé le rattrape, le premier des déchus dévoile son nouveau plan aux États-Unis. Pour un homme aussi cynique et désabusé que Constantine, il n'y a qu'un seul tourment auquel il ne serait pas préparé, le contentement. Donc voilà, là en fait, c'est exactement ça. Les choses se passent plutôt bien. Il a une nouvelle petite amie qui n'a pas tué, ni damné, ni rendu folle. Donc c'est vrai, il a des amis, il a une famille. Tout semble aller bien et c'est pour ça que le run s'appelle All to Play with the Fire parce que quand tout va bien, ça veut dire que tout peut partir en couille. Alors celui-là, les deux autres, je vais les mettre en... en fait, The Last Man Standing, je les vais un peu moins préférer parce qu'il y a quasiment que des fillers. Je vais le mettre en hockey tiers. Et d'ailleurs, j'ai pas le bon là. Si c'est vrai, tac. Celui-là, In the Line of Fire du How to Play with Fire. Non, pardon, In the Line of Fire. Il s'appelle pareil, les runs, ils sont chiants. In the Line of Fire, je vais le mettre en hockey tiers et The Last Man Standing en classic sheet. Mais, How to Play with the Fire, c'est clairement du GOATed parce que. Le problème, c'est que c'est tributaire d'un élément qui est placé dans le run d'avant. En gros, vous avez un moment donné où Constantine va se séparer en deux. Il va faire un espèce de trick et encore une fois une arnaque hyper ingénieuse. Qui est vraiment assez stylé dans le run de Paul Jenkins, donc voilà, je vous en dis pas plus pour que vous en profitiez bien, mais vous avez un retournement de situation qui est complètement fou et surtout que c'est le genre de retournement de situation qui est hyper cool parce qu'il a un impact long dans le temps. Ça va durer très très longtemps cet impact dû à ce retournement de situation
Et parce que je réfléchis en même temps, ça va durer limite jusqu'au run de Mike Carey, donc ça va vraiment durer longtemps. Et en gros, c'est là évidemment la fin de ce run-là est tributaire de cet élément qui est passé avant, mais le dernier numéro est vraiment excellent puisque c'est le numéro, alors je sais plus exactement quel numéro c'est le numéro 121, 123. En gros, voilà, vous avez le fameux numéro avec Dieu, avec la présence. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est clairement pas celui-là. Là, on est sur un filler. Là, on est sur un filler. On est sur le run Son of a Man aussi, donc il n'y a rien à voir. Parce que Garcenis a refait un tout petit run après avec un enfant qui est possédé aussi, qui est plutôt pas mal. Voilà. Ça, c'est du coup le dernier run de Paul Jenkins, le dernier numéro de How to Play with the Fire, où en gros Constantine va littéralement rencontrer Dieu. En fait, ce personnage, on comprend au fur et à mesure du dialogue que c'est Dieu, hein, tout simplement. Et Constantine, qu'est-ce qu'il fait quand il va rencontrer Dieu? Il va lui mettre littéralement un coup de pression. Et purée, c'est vrai que ça aussi, ça va être... En gros, voilà, ça, ce genre de trucs, c'est des foreshadowing de zinzin qui vont avoir des impacts plus tard. Enfin, vraiment, ce run, il est trop fort, c'est excellent. Et évidemment, d'un point de vue philosophique, parce que moi, ça m'intéresse aussi, ce genre de truc avec Dieu, évidemment, tout ça, j'aime beaucoup. J'adore Lucifer, vous le savez, le run de Mike Carey. Et c'est vrai que là, on est sur un aspect métaphysique, Dieu et tout, qui est très très cool, surtout que le plot twist final, la résolution finale, se sert de ce côté métaphysique-là, des enfers et tout. Ils n'hésitent pas, parce qu'il y a... En fait, le problème de Hellblazer, c'est que c'est partagé entre deux choses. D'un côté, vous avez le fait que ce soit un magicien hyper terre à terre, c'est hyper urbain, hyper social, hyper politique, mais de l'autre côté, vous avez des démons, vous avez des sectes, vous avez des trucs qui n'existent pas, le paradis, des anges et tout. Et c'est vrai qu'il y a des auteurs comme Garcinis qui vont à fond dans ce côté finalement démon, ange, Mike Carey, tout ça. Mais vous en avez comme par exemple Paul Jenkins qui essaie d'avoir, ou Peter Milligan, un côté bien plus social, ou Denise Mina par exemple. Mais c'est vrai que des fois ils ont un peu le cul entre deux chaises. Et ce qui est génial dans le run de Paul Jenkins, c'est que les deux sont alliés parfaitement. Et là il se sert vraiment de tout ce lore qui est mis en place pour faire la résolution finale. Et en plus, ça rend Constantine, ça fait de Constantine le plus gros chat de l'humanité. Donc vraiment, il met un coup de pression à Dieu. Donc c'est directement goated. C'est vraiment, c'est excellent. Vraiment, en gros, il met un coup de pression à Dieu. Il arrive vraiment, Dieu c'est sa pute. C'est excellent. J'adore. Donc ensuite, on a quoi? Ensuite, on a le run, parce que je suis désolé, je passe un petit moment sur le run de Paul Jenkins, mais c'est vraiment un run qui est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éléments en fait à intégrer. C'est un run qui est très très dense, donc forcément c'est un peu compliqué d'en faire un résumé sans trop vous spoiler, mais quand même en vous donnant envie. Donc c'est sûr. Par contre, si vous lisez Paul Jenkins, il faut vraiment avoir lu Garcinis avant, sinon ça va vraiment être très très compliqué. Donc voilà, si jamais vous voulez lire en VF, c'est vraiment après le run de Garcinis, parce qu'en fait c'est vraiment une suite. Ensuite, donc, vous avez le run Haunted, enfin le run de Mike Carey, de Warren Ellis, pardon. Le run de Warren Ellis, alors Warren Ellis, mec, alors, qui a eu des problèmes, et moi je trouve que c'est un scénariste absolument excellent. Hunted, c'est un très 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 bon début, c'est très solide, voire c'est pas Gothic parce que c'est pas non plus la folie. En gros, vous avez l'ancienne petite amie de John Constantine qui va être assassinée. En fait, il va littéralement la retrouver à la morgue. Enfin, c'est assez horrible. Et là, on rentre dans le côté vraiment glauque et horreur de Constantine, celui qui avait au tout début de Jamie Delano. On est vraiment, de toute façon, alors attendez, je vais vous montrer ça. On est au numéro quoi, 134 à peu près, voilà. On retourne vraiment dans le côté vraiment horreur, trash. Vous voyez, Constantine il est à poil tout le temps. Enfin, c'est vraiment. Il y a le moment à la morgue et tout. Enfin, c'est assez vénère. C'est vrai qu'il y a cette construction de casse qui est assez étonnante pendant tout le run. Donc voilà. Enfin, c'est vraiment. On est sur cette espèce de horreur polar très très cool. Moi, je cherche un autre truc. Il y en a un. C'est pas Hunted, c'est Hellblazer, celui où il est locked, celui où il est enfermé avec un mec là. Merde. Bon, il y a évidemment Shoot en plus. Alors ça c'est un numéro qui avait été censuré parce qu'il parle d'une fusillade dans une école et il devait sortir le même mois que. En fait, il devait sortir en avril 98, soit le mois, je crois, de la fusillade de Columbine. Donc, le timing n'était pas incroyable. Du coup, ouais, c'est ça, c'est Locked, c'est le numéro 140. Du coup, évidemment, ils n'avaient pas sorti ça parce que c'était un peu horrible de sortir ça en même temps, même si évidemment c'était très bien. Voilà. Là, on arrive sur des runs en termes d'horreur qui font vraiment, vraiment flipper. Voilà, donc en gros, John Constantine, il va se retrouver dans l'appartement d'un mec. C'est un one-shot. D'ailleurs, ils avaient refait cette scène dans la série. L'appartement d'un mec qui mutile et qui torture des gens. Enfin, c'est vraiment... Regardez-moi ces cases de zinzin.
Je sais même pas si je peux tout montrer, je vais m'arrêter là parce qu'après ça va partir en cacahuète. Et donc ça c'est dans peut-être que juste pour Haunted, enfin juste pour Locked, j'ai envie de le mettre en Goated. Mais... je sais pas, c'est vraiment ça, ce numéro-là, il est vraiment zinzin. Le numéro 140, il est complètement fou, c'est un numéro de... Je vais pas trop vous montrer d'ailleurs. Numéro de zinzin. Ensuite, vous avez Good Intention. Alors là, pareil, je vais pas trop pouvoir vous montrer parce que là, on est vraiment sur des runs de zinzin. Donc, Good Intention qui commence avec le run Hard Time en 5 numéros où, en gros, John Constantine va être en prison. Je peux littéralement pas aller, je suis désolé, je peux vraiment pas aller plus loin. En plus, c'est Richard Corben au dessin, mais ça commence vraiment par un mec qui se fait sodomiser. Donc, en fait, je peux vraiment pas aller plus loin. Il y a du cul partout, il y a des trucs très très violents, très très trash. Mais vous voyez, les dessins de Richard Corben, ils sont très très glaucasses. Et vous avez du coup alors je vais vraiment faire doucement dans mon scroll parce que j'ai pas envie de faire trop de montage. Vous avez une scène iconique où en gros Constantine il va rentrer dans les douches avec tout le monde parce que et voilà. Euh, ah ouais, je crois que c'est pas voilà. Donc en gros vous avez Constantine qui se douche. Vous avez les gens qui ont une ferme intention de lui faire des bisous d'adulte, on va dire, hein, pour rester très poli. La savonnette tombe, métaphore évidente de ce qui va se passer. Sauf que, bon, on pense que Constantine va se faire un peu, voilà, et à refaire le cul, tu vois. Mais quand il sort tout tranquillou, comme ça, de sa truc. Et les mecs, voilà, ils sont complètement traumatisés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils en arrivent à cet état-là? Des grands gaillards comme eux, je vais pas vous dire. Mais on est vraiment sur un run qui est vraiment, vraiment, vraiment fou. Sachant qu'en plus, les runs de Warren Ellis, c'est que ce soit Hunted, Good Intention et Highwater, c'est des runs où il y a. Alors, on dirait pas, mais il n'y a pas de magie en fait. Tout peut être expliqué rationnellement et ça, j'adore. En fait, il y a quasi. Alors, c'est hyper glauque, hyper macabre, hyper sombre, mais c'est vraiment finalement l'horreur humaine qui est mise en avant. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de démons, il n'y a pas de, il y a pas de magie, il n'y a pas de sort et tout, donc c'est vraiment, enfin c'est toujours à la limite et tout peut être expliqué de manière assez rationnelle et ça j'adore quand ça joue dans cet entre-deux là, moi c'est masterclass. Donc Hunted je vais le mettre en très solide, non je vais le mettre en goated. Ah je sais pas, non je vais le mettre en goated fois, ouais. Je vais mettre en go... Non, je vais le mettre en très solide. Je vais mettre Good Intention avec Hard Time et Good Intention. Du coup, le deuxième Hard Time, c'est en prison et Good Intention, c'est en gros Constantine. Il va revenir dans le village de la personne qu'il est soupçonné d'avoir tué, enfin de la fille du mec qui est soupçonné pardon, d'avoir tué, et il va découvrir dans ce village un truc de zinzin. Vraiment, le village en fait cache un secret de fou furieux. Et du coup, il va courir après ce secret et tout, sauf qu'en fait, à la toute fin, c'est lui qui va être un peu arnaqué parce que il va penser avoir découvert un truc et avoir aidé tout le monde, sauf qu'en fait, il a fait n'importe quoi. Et c'est vraiment le plot twist de ça, mec. Je me souviens du jour où je l'ai lu alors que j'ai lu au collège. Pour vous dire, le plot twist de Good Intention, voilà, ça partait d'une bonne intention, comme l'explique le run, mais ouais, franchement, non, c'est un run de zinzin. Et donc ça, évidemment, je vais le mettre en Absolute Hellblazer. Ah, c'est vraiment l'essence la plus pure de Hellblazer, c'est des dessins de zinzin qui font hyper peur, l'ambiance macabre, sombre, poisseuse, du cul, du sang, des trucs hyper politiquement incorrects. Enfin, vraiment, Constantine qui n'est pas du tout un héros, qui est vraiment presque dépeint comme un méchant. Enfin, c'est même plus un anti-héros, c'est limite un vilain. C'est excellent. Waouh, c'est juste le run de Warren Ellis, c'est hyper moralement ambigu, je trouve ça génial. Et ensuite, vous avez Highwater qui, pour moi, c'est la fin, c'est un peu la glisse. Alors, j'étais très étonné parce que vous avez Freeze Over, en gros, c'est un huis clos, c'est le numéro 162. Freeze Over, c'est un huis clos dans un bar. Alors non, alors ça c'est le numéro Lapdog and Englishman, c'est un numéro en 2 épisodes qui est une petite arnaque sur le passé de Constantine quand il était jeune et quand il était punk, parce que ça a été le guitariste d'un groupe de punk quand il était jeune, et voilà, c'est juste une toute petite histoire qui présente une petite arnaque qu'il a fait quand il était jeune, qui est plutôt sympa. C'est un bon entre-deux, mais voilà, le vrai rogue run d'après c'est Highwater. Et là, c'est un run très très important. C'est un run, je voulais marquer, qui a gagné un prix Eisner. Le prix Eisner du meilleur comics de l'époque, quoi. Donc, c'est un run qui est hyper cool et qui parle de nazis. En gros, John Constantine, il va arriver dans une ville et il va se rendre compte que peu à peu que tout le monde, c'est des putains de nazis. Genre vraiment tout le monde. Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que j'ai pas fait n'importe quoi là? Haunted. Euh, Attendez, parce que je reconnais pas l'affiche de Highwater, hein. Ah oui, non, c'est parce qu'il y a et Freeze Over et Highwater dans le même. Oui, non, si ça va, ouais, c'est juste que les dessins, ils avaient refait les dessins pour.
c'est des couvertures de Camille Collie qui sont exclusives en fait. Ces couvertures-là, c'était pas les OTPB, pardon, je veux dire, c'est pas les couvertures des singles, c'est pour ça. Donc ça, alors moi, alors ce que vous disiez, c'est un run de fou qui a hyper bien marché, qui est même un des runs les plus appréciés, mais moi, c'est pas vraiment. Alors c'est très solide évidemment, mais étonnamment, c'est pas un de mes runs préférés. Highwater, j'ai même limite préféré Freeze Over. 162, 174. Pourquoi c'est pas le bon numéro, ça tac. Ah, mais il me l'a pas pris en fait. Moi, j'avais presque. Alors, j'y vois rien du tout, c'est trop petit. J'avais presque limite préféré Freeze Over. En fait, Freeze Over, le problème, c'est que le dénouement, il est. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce run là aussi, putain. Le dénouement est pas incroyable. Le run est très très cool et le dénouement, voilà, c'est ça c'est Freeze Over. En gros, c'est une espèce de huis clos, il y a une espèce de meurtre et en fait, tous les personnages sont bloqués dans un bar. Donc vous voyez que c'est un peu comme le film de Tarantino et ça part complètement en cacahuète et il y a Constantine qui est au milieu de ça et qui essaie de régler la situation. Et ils sont tous bloqués. Bon, lui, il arrive à sortir du truc, mais genre, il y a une tempête de neige dehors, donc ils sont tous bloqués. Et vraiment, regardez la tête qu'il a, on dirait vraiment un méchant, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment un run qui est très très cool. La résolution est un tout petit peu décevante, mais ça reste très cool. Et Highwater, par contre, c'est excellent. Mais voilà, moi, subjectivement, c'est pas mon préféré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, évidemment, je peux pas passer sur tous les runs parce qu'il y a des petits runs intermédiaires, comme vous avez vu. The Wild Card, donc après 1 an et demi d'errance dans les recoins les plus sombres de l'Amérique, John Constantine est enfin de retour chez lui, à Londres sous-entendu. Son point d'arrivée est Liverpool, même Liverpool, parce qu'évidemment il vient de Liverpool à la base, où le paysage délabré de 12 espoirs ambiant correspond parfaitement à son état d'esprit. À peine a-t-il posé le pied sur sa terre natale qui se retrouve mêlé à un esprit, à un petit réseau de nécromancie et de meurtre dont le siège se situe dans l'immeuble de sa sœur. Plus inquiétant encore, cette sordide affaire de pouvoir et la disparition de sa nièce Gemma, qui ressemble étrangement à son oncle. Désireuse d'apprendre le métier familial, Gemma est partie à Londres et a fréquenté de mauvaises personnes. En gros, voilà, là, on est sur un run. C'est le début du run de Mike Carey qui est... Alors, c'est pas un run qui avait vraiment plu à l'époque, il me semble, parce qu'il est très compliqué. Donc j'ai mis Sépulcre Rouge, plus Les Fleurs Noires, plus Starry in the World. En gros, d'ailleurs, c'est disponible tout ça chez... Non, c'est pas le Sépulcre, c'est vraiment le Sépulcre. C'est disponible chez Panini, tout ça, en petit format, je les ai en comme ça moi. Et en gros, c'est un run qui est compliqué parce qu'il est vraiment compliqué à suivre si t'es pas vraiment accroché, on va dire. Faut vraiment être assez accroché parce que il y a beaucoup En fait, Mike Carey, il a vraiment un plan sur, vous voyez, sur 215, ça va du numéro 175 à 215. Donc en fait, c'est quasiment sur 50 numéros, le mec il a son plan en tête dès le départ. Il sait exactement où il veut t'amener, donc forcément il balance les trucs dès le départ. Ça commence directement avec des artefacts, des machins, des trucs, donc les fleurs noires, le sépulcre rouge. C'est d'ailleurs les couvertures de Liber Mero parce que Black Flower. Liber Mero Hellblazer, c'est là qu'a commencé Bermero sur Constantine. Voilà, il y a même un numéro qui avec les je l'ai d'ailleurs, un numéro avec Liber Mero qui avait fait les dessins à l'intérieur et c'est là qu'il faisait toutes les, notamment pas mal de couvertures. Black Flower, vous voyez. Et alors moi c'est un run que je trouve très très cool. Alors je préfère la suite. Le début est un peu confus, on va dire. Le début est un tout petit peu confus parce qu'il va balancer beaucoup d'éléments. Puis en plus, Constantine, il devient roux et tout, on le reconnaît plus vraiment. Moi, ça me dérange pas évidemment, mais voilà, je trouve ça assez étonnant. Et en fait, c'est des espèces de mini histoires. Genre, c'est des trucs en 2-3 numéros max. Donc, les résolutions vont assez vite et ça speedrun un peu. Il se passe beaucoup de trucs. T'es là en mode, mais putain, en fait, tu vois, ça va trop vite. Donc, The Wild Card, je vais le mettre en classic sheet parce que ça reste très très bien. Puis moi, je suis hyper fan de Mike Carey. Donc, en fait, la façon dont c'est raconté, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais moi, je suis très très client. Donc, moi, j'avais beaucoup aimé. Et ensuite, vous avez Out of Season. Et là, Out of Season et The Gift, par contre, c'est excellentissime. En gros, Constantine, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va commencer à avoir des signes que l'apocalypse va arriver. Et donc, il va tenter d'arrêter l'apocalypse. Sauf que la chose qu'il va faire pour arrêter l'apocalypse, c'est ça qui va déclencher l'apocalypse. Donc c'est hyper drôle. En fait, on le voit courir après un objectif et dès qu'il y arrive, en fait, on se rend compte qu'il courait après une chimère qui n'existe pas et que c'est lui qui va déclencher tout ce bordel. C'est le postulat de base de Out of Seasons. Vous voyez que John Constantine se retrouve seul, sans aucun souvenir de son identité ni de son passé. Il est complètement amnésique après la quasi-apocalypse qu'il a involontairement provoquée. Mais la chance du Hellblazer est toujours au rendez-vous, traqué par les hommes comme par les démons. Il est sur le point de commettre la pire erreur de sa longue et sanglante existence. Voilà, j'ai mis Arc de Rosa Canis.
Donc là, c'est des runs qui sont dissociés, mais c'est très 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 lié, hein. Vraiment, c'est out of season. En gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il il va devoir faire une alliance complètement désespérée avec un pacte désespéré avec un démon qui va littéralement voler son corps et lui faire 3 enfants. Donc il va se retrouver avec 3 enfants démoniaques qui veulent le tuer. En plus de ça, pendant le début du run, comme je vous ai dit, il est amnésique et tout. Donc en fait, il est vraiment, en fait, Mike Carey, il prend le perso, il lui met la tête dans la merde comme ça. Et vraiment, il en prend alors, pendant tous les runs, hein, il en prend plein la gueule, hein. Chez Garcinis, il en prend plein la gueule. Il finit même à la rue et tout, alcoolique. Il y a cancer, tout ça, machin, ok. Il perd tout le temps tous ses potes, etc. Mais là, vraiment, il en prend plein la gueule. Et ça, c'est vraiment un run qui est goated. Puis en plus, la partie graphique, pardon, vous avez, je vais essayer de vous montrer ça, vous avez Leonardo Manco, notamment au dessin, si je dis pas de conneries, et c'est juste, alors Marcelo Frusini dans cela, mais vous avez vous avez aussi Leonardo Manco, donc on va attendre de tomber sur un run avec Manco au dessin. Là on a qui? Marcelo Frusini. Vous voyez que la cover, là, vous comprenez quand même qu'il en a pris plein la gueule. Donc là, bon, alors on est vraiment sur le type de run dont je vous parlais tout à l'heure où il y a plusieurs types de run. Là, c'est le run démon à fond, etc. Enfin, c'est vraiment là, c'est hyper surnaturel, etc. Vous avez Swamp Thing aussi d'ailleurs dans voilà, Leonardo Manco qui arrive au dessin. Et voilà, là, ça c'est vraiment c'est une folie. Là, c'est vraiment très très violent, très 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 sombre. Et ça, c'est le run The Gift d'ailleurs. Juste après The Gift, où en gros. En fait, je suis pas tout à fait à The Gift. C'est Constantine qui va s'allier avec Nergal, donc le premier ennemi de Constantine. Ils vont s'allier ensemble pour aller chercher du coup la partie de Constantine qui manque parce que c'est un peu le plot twist que je vous ai épargné tout à l'heure. Et en fait, Constantine s'est un peu scindé en deux. Il a créé une espèce d'avatar de lui-même qu'il a envoyé en enfer parce qu'en gros, il était condamné aux enfers. Donc en fait, il a dit OK. Il a coupé son âme en deux, il en a envoyé une partie aux enfers, ce qui permettait pour lui de survivre. Sauf qu'il a perdu beaucoup de sentiments, notamment l'empathie, etc. Donc c'est devenu un peu un énorme connard. Voilà, je vous montre un petit peu ce genre de choses. Parce que vraiment, là, Leonardo Manco, c'est vraiment une folie. Ouais, putain, c'est vraiment que des numéros de zinzin. Ah oui, et en plus, il va aller chercher du coup sa sœur dans les enfers, que j'avais mis dans la miniature évidemment de toute l'histoire sur Constantine. Donc c'est la partie qui manque de Constantine, avec du coup cette version un peu démoniaque où en gros vous avez Nergal et Constantine qui se mettent dans le même corps pour aller survivre aux enfers. Donc là c'est le Run the Gift. Est-ce que j'ai mis Out of Season? Oui. Ça c'est Absolute Hellblazer, c'est trop bien. Et en plus vous avez une case, alors je sais pas si elle est là dans ce numéro là exactement. Peut-être pas tout vous spoiler, mais du coup vous avez en plus la fin de l'histoire avec Rosa Carnis, parce qu'en gros tous les persos qui l'ont explosé dans les 2 runs d'avant, donc Rosa Carnis, etc., qui est la fille d'un perso très important, puisque c'est la fille du premier déchu, etc., donc c'est vraiment un démon hyper important, hyper puissant, qui lui ont foutu plein la gueule, qui lui ont violé, qui lui ont fait des enfants, qui lui ont volé sa mémoire, qui lui ont tué ses potes et tout. À un moment donné, Constantine, ça va quand même un peu lui péter les couilles, vous voyez que c'est vraiment, il en prend plein la gueule, hein. Il en prend vraiment plein la gueule, mais à un moment donné, ça va quand même un peu lui péter les couilles, et il va faire vraiment un move de Giga Chad. Alors je vous spoil pas tout évidemment, mais il y a une case qui est tellement badass où en gros il arrive dans le premier cercle des enfers, donc c'est l'endroit où il y a tous les démons les plus puissants. Je sais plus dans quel numéro c'est exactement. Ah ça je l'ai engradé, hein. C'est le premier comics que j'ai eu en gradé, pour l'anecdote. Vous avez en gros donc une espèce d'assemblée de démons. Vous avez tous les démons les plus puissants. Vous avez le premier déchu, bon, qui est mort, etc., mais qui est toujours présent via d'autres personnages. Vous avez Rosa Carnis, qui est sa fille. Et vous avez Constantine qui arrive. Voilà, désolé de vous déranger. Je pense que la Poste a perdu mon invitation. Voilà, Absolute Cinéma, alors là je suis désolé, mais c'est Absolute Hellblazer. Enfin vraiment, c'est toute l'essence même du perso. Tous les démons qui sont choqués, mais lui il s'en bat les couilles. Et là vraiment il a décidé qu'il ferait plus dans la dentelle et que ça suffit. Voilà, donc ça c'est Absolute Hellblazer, c'est un run à lire absolument, c'est la conclusion du run de Mike Carey, donc forcément c'est le final et tout. Voilà, dans ce final explosif d'ailleurs, hein, Constantine, encore sous le choc des événements de l'enfer, rompt tout lien avec le milieu occulte londonien. Donc voilà, pour finir ce run-là, ça finit sur le fait que Constantine arrête la magie. Ouais, on y croit évidemment, il reste 70 numéros, on y croit. Voilà, donc c'est vraiment le run de Mike Carey. Début compliqué, deuxième partie excellente, troisième partie phénoménale. Phénoménal chez Phénoménal. Ensuite, vous avez un run qui est pas dispo en français, qui est très
un des moins connus, qui est le run de Denise Mina, The Red Right Hand, où en gros Constantine a arrêté la magie, mais évidemment quelqu'un va venir le supplier de reprendre la magie pour l'aider, et donc il va devoir intervenir, il va partir à Glasgow, du coup en Écosse, et là il va y avoir une espèce un virus de l'empathie, ils appellent ça, donc je crois que je l'ai marqué d'ailleurs dans mon petit résumé. Le virus de l'empathie, voilà, s'est propagé à travers Glasgow, semant la désolation chez des milliers d'habitants. La colère et la haine de leurs voisins les privent de toute envie de vivre, et en gros ça devient la guerre civile, enfin vraiment. Ça prive les gens d'empathie et les gens deviennent complètement fous et s'entretuent, et donc Constantine doit un peu démêler la vérité, qui a propagé ce virus, qui en est le responsable, est-ce qu'il n'y a pas des causes plus profondes et tout, comme d'habitude, blablabla. Politico-social, c'est très 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 solide, c'est un run qui, bon je ne les mets pas dans l'ordre chacun, mais je m'en fous de l'ordre, les catégories se suffisent à elles-mêmes. C'est un run qui est pas du tout connu, mais vraiment lisez-le, Denise Mina, elle est excellente, et en plus c'est là où vous avez les couvertures de Bermero qui continuent avec des couvertures de zinzin. Voilà, tout simplement. C'est les meilleures couvertures de Hellblazer, c'est ce run-là. Celle-ci, évidemment, ça c'est The Red Right Hand. Vous avez plein de couvertures que j'adore. Celle-là, elle est complètement folle aussi. Celle-là, le 223, qui est une de mes préférées, donc avec Constantine, et le mur derrière, si vous regardez bien, ça fait un démon en fait. Et lui, il s'en bat les couilles, il fume sa clope sur le côté. Enfin, voilà, très très le cinéma évidemment. Enfin voilà, il y a plein de covers de fous. Vous avez ensuite le run System of Control, qui est en fait un run qui est sympa aussi, puisque c'est le début de Andy Deagle. Et moi, c'est une des périodes que. Alors, c'est peut-être pas objectivement le meilleur run de Hellblazer, mais moi, c'est un de mes runs préférés, puisque vous avez ce qu'ils avaient appelé Régénération en français, il me semble, qui est dispo en français. Pardon, Hellblazer Régénération. Parce que c'est un. Oh non, c'est Retour aux sources. Ça, c'est dispo en VF chez Panini. Et ça, les amis, voilà, vous avez encore Leonardo Manco au dessin, donc il est resté un bon moment, et ses dessins sont complètement fous. Enfin, vraiment, c'était l'identité de Hellblazer pendant un bon moment. Et ça, je suis désolé, mais System of Control. Alors en fait, le problème dans System of Control, c'est que le run System of Control en tant que tel n'est pas le meilleur run, mais Joyride, en gros, dans ce TVB là, vous avez In at the Deep End, donc emporté par les flots, je crois en français. Je sais plus. Bah, il est même pas dispo en VF en plus, donc enfin, à part dans le TP de Panini, mais qui a 10 ans, quoi, qui est excellent. Excellentissime, donc c'est le moment où Constantine est accroché à un poteau et il coule. C'est vraiment ça, c'est un run qui est complètement fou. Je crois que la cover d'après est encore plus. Vous voyez les couvertures de Bermero à chaque fois. C'est trop bien, et en fait il coule. Il est attaché à un poteau et la marée monte, donc c'est un numéro hyper anxiogène qui est excellent. Et en plus de ça, ce run, il s'appelle Retour aux sources en français, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en gros Constantine, il va venir faire un peu une croix sur son passé. Vous voyez qu'il en a marre d'être traumatisé tout le temps, et tout le temps en poil, hein. Et en gros, voilà, donc là il va s'habiller bien. D'ailleurs, vous remarquez le costume bleu référence au premier costume oh là, on va pas scroller plus bas parce qu'on voit tout en fait, hein, donc voilà. Et en gros, Constantine, voilà, c'est le premier costume de Jamie Delano, pardon, pour finir ma phrase. Et en gros, Constantine va se dire, ok, là j'arrête d'être un peu une merde. Qu'est-ce que je fais? Je me rhabille bien, je vais au casino, je triche au casino et je deviens hyper riche. Et il va racheter l'asile de Ravenscar, donc l'asile qui l'a traumatisé. En fait, il veut faire une croix sur ses vieux démons, il veut repartir à zéro. Et c'est vraiment un run qui est excellent, parce que vraiment c'est un nouveau point de départ pour Hellblazer. En fait, je trouve qu'on commençait un peu à tourner en rond. Paul Jenkins avait déjà réutilisé les éléments de Garcenis, Mike Carey avait réutilisé les éléments de Paul Jenkins. Ça tourne un peu toujours en rond avec le premier déchu, Ravenscar, enfin du coup l'asile psychiatrique, etc. Et ouais, c'était un peu le serpent qui se mordait la queue. On commençait un peu à tourner en rond au bout de quand même 230 numéros. On commence à comprendre. Et donc là, Andy Deagle, il fait un truc très intelligent. Donc voilà, on voit l'asile de Ravenscar. Et donc voilà, donc là c'est Constantine qui passe un mauvais moment. Il s'est pissé dessus d'ailleurs. Et donc, il va finalement faire un dernier exorcisme dans cet asile. Il va conjurer ses propres démons et il va tirer une croix sur son passé pour repartir sur des bases nouvelles. Et là, vraiment, la série Hellblazer prend un véritable second souffle et ça faisait vraiment, vraiment du bien. C'est Absolute Hellblazer, c'est même un de mes préférés en Absolute Hellblazer, je pense. Vous avez du coup ce premier run-là. Vous avez System of Control, qui est vraiment pas forcément le meilleur d'ailleurs,
puisque comme je vous ai dit, c'est vraiment le point de départ. Voilà, Constantine retourne dans son ancien asile, le centre de détention sécurisé de Ravenscar, désormais transformé en casino de luxe, avec une menace inquiétante dans les sous-sols et un chef du crime à ses trousses. Constantine a tout à gagner et tout à perdre. Et donc ensuite vous avez le run Joyride, voilà, le quartier HLM de Hunger Hills est ravagé par le crime, la cruauté et les meurtres, mais le problème ne se situe pas dans les tours d'habitation, mais à la campagne. Quel est le lien entre ces deux lieux? John pourra-t-il intervenir avant que d'autres vies ne soient brisées? Et donc là, dans Joyride, numéro hyper politisé, 234, je vais vous montrer. C'est là, on repart sur l'essence de Hellblazer, sur des enquêtes, sur du politico-social, avec les riches qui sont méchants, les pauvres qui sont gentils. Non, c'est un peu plus compliqué que ça évidemment, mais putain, surtout quand on voit l'actualité en ce moment, quand on voit l'actualité, c'est hyper moderne. Sachant que ça s'est sorti en 2007, tu vois, donc le mec avait quand même un petit temps d'avance. Bon, ça a toujours été le cas, tu me diras, mais certes. Mais ouais, non, ça c'est vraiment ce personnage qu'on revoit d'ailleurs dans le dernier run d'Dead in America. Vraiment, voilà, si vous pouvez, c'est pas dispo en français, mais si vous pouvez lire System of Control, allez-y, c'est Absolute Cinema, c'est trop bien. Et vous avez la suite qui est encore plus Absolute Cinema, The Loathing Magician, où en gros, comme je vous parlais au tout début de la vidéo, Constantine va finalement faire la lumière enfin sur sa véritable identité, sur sa lignée, ses ancêtres. Il va comprendre qu'en fait il est manipulé depuis le début. Alors je vous spoil pas trop parce que j'en ai déjà parlé en vidéo de toute façon, mais en gros des éléments qui avaient été posés littéralement dans le Hellblazer numéro 6 ou 7, hein, franchement, sans mentir. Non, même avant, je crois, numéro 4. Vraiment, c'est en gros dans les tout premiers temps de Hellblazer. Dans les tout premiers issues de Hellblazer, vraiment, vous avez le fait que John Constantine est en fait un jumeau qui est mort à l'intérieur du ventre de sa mère, puisqu'en gros Constantine, quand il est né, ça c'est un élément très important aussi, parce que en fait la relation avec son père est souvent explorée, parce que son père c'est un enculé et tout, et le délire c'est qu'en fait son père tient Constantine responsable de la mort de sa mère, puisque Constantine, le jour où il est né, sa mère est morte en accouchant, du coup son père le tient pour responsable et lui a pourri la vie toute son enfance. Il a envoyé, lui et sa sœur, il les a envoyés à l'orphelinat et tout, parce que il pouvait pas les voir en peinture, parce que vraiment, dès qu'il voyait Constantine, ça lui rappelait la mort de sa femme, et donc il déteste son propre fils, et forcément, ça l'a un peu traumatisé, quoi. Du coup, voilà, vous avez ce personnage-là du frère jumeau mort, qui est hyper important, qui était là depuis le tout début des tout premiers numéros d'Hellblazer, qui revient, c'est un élément du coup qui revient dans ce run-là. The Loathing Magicians. Et c'est un truc de fou. Voilà, c'est Absolute Hellblazer, c'est trop bien, le lore est incroyable. Voilà, c'est hyper cool. J'ai fait des vidéos d'ailleurs. J'avais fait une vidéo qui s'appelait John Constantine, Dompter le destin, un truc comme ça. J'avais fait ça. Voilà, Dompter le destin, l'ultime pouvoir de John Constantine, manipuler le destin. Donc c'est dans ce numéro-là, ça parle de ça. Si jamais ça vous intéresse plus en détail, vous avez ensuite Régénération, qui est du coup alors là du coup c'est la fin de Lost Mission, c'est la fin de Andy Deagle qui nous aura fait une masterclass. Voilà, franchement une masterclass. Pour moi ça c'est limite un des meilleurs runs. Et ensuite vient Peter Milligan. Peter Milligan, scénariste de Zinzin que moi j'avais adoré pour Shade, que je trouve que c'est un scénariste de fou furieux qui a fait que des trucs de fou. Et lui, pareil, il s'engouffre à plein de balles dans le côté politique et social de Hellblazer, avec notamment Scab, qui est un numéro qui prend place notamment pendant les grèves syndicales des années 80, donc c'est hyper précis. Vous avez tout un truc aussi autour des Jeux Olympiques, avec tout ce qui est la gentrification, etc. Donc tout ce qui est, en fait, on déplace, un peu comme au Jeux de Paris, hein, finalement, c'est assez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, encore une fois, c'est assez moderne, alors que pourtant sorti un moment. En fait, on prend les pauvres, on les met ailleurs, parce qu'on les met nulle part, en fait, on enlève les SDF pour faire propre, tu vois, c'est un peu ce genre de délire. Donc voilà, c'est hyper politisé, puis on repart sur le côté punk de John Constantine, la Régénération, très solide, très solide. C'est pas gothique, parce que c'est pas non plus, voilà. En fait, tout est excellent, mais bon, il faut bien que je fasse des choix, tu vois, c'est pas à ce niveau-là quand même non plus, tu vois, quand tu penses à Hellblazer, tu penses pas à Régénération en premier, même si c'est une très bonne porte d'entrée pour commencer, etc. C'est pas le problème, hein, et c'est un très bon début de Peter Milligan, hein. D'ailleurs, Scab, voilà, en plus de ça, Constantine, il a un problème, puisque, pour vous faire la petite histoire dans l'histoire, il a une espèce de plaque. Scab, c'est la gangrène, un truc comme ça, c'est genre la maladie de peau. En fait, il commence à pourrir de l'intérieur, voilà. Et en plus, il a une femme. Voilà, donc en fait, il commence à pourrir, littéralement, donc il comprend pas pourquoi. Et donc, ça va être aussi le fil rouge de tous ces numéros-là. Et ça va le plonger dans ses vieux travers.
Vous voyez que les dessins sont quand même beaucoup changés, c'est pas désagréable non plus, c'est plutôt sympa. Surtout que ça va quand même s'améliorer par la suite. Et c'est l'introduction aussi d'un... En fait, à ce moment-là, John Constantine a une meuf. Bon, il a plein de meufs pendant tout le truc, sauf qu'à chaque fois, elle meurt. Il y a que Kit Ryan qui meurt pas, mais qui était un peu la GOAT. Mais pendant tous les runs, il a des meufs, etc., qui meurent une par une. Et là, bon, sa meuf... je vous dis pas ce qui va lui arriver, mais spoiler, c'est pas ouf. Et elle va le quitter. Et donc il va demander à Epiphany Graves, qui est la fille d'un gangster hyper puissant et qui est une alchimiste qui est assez puissante, qui va lui concocter un filtre d'amour pour sa femme. Et du coup voilà, il va devoir aller en Inde pour essayer de ressusciter sa meuf, la faire retomber amoureuse de lui. Enfin c'est un peu compliqué, ouais, c'est vraiment sur les relations de John Constantine. C'est très très cool aussi, mais voilà, petit spoil, Epiphany Graves, ça va être un personnage extrêmement important, puisqu'en fait c'est elle qui va être la vraie femme de John Constantine, c'est elle qui va être l'élu de son cœur, on peut dire, et donc évidemment dans No Future, c'est un moment hyper marquant, puisque c'est le mariage de John Constantine, parce que oui, John Constantine va se marier dans les comics, dans No Future Classic Shit. Non, même très solide, hein, en vrai très solide, hein. C'est peut-être pas... quoique le mariage il est hyper drôle, hein. Mais en fait, Peter Milligan il a fait un truc un peu bizarre. Bon, évidemment, John Constantine en prend plein la gueule pendant tous les numéros, mais il y a un côté... il y a un côté un peu drôle, il y a un côté un peu humour qui va commencer à se dégager. Alors, j'étais le premier surpris. D'ailleurs, il y a le crossover avec Shade dans ces numéros-là. Voilà, donc c'est elle, Epiphany. Alors, il y a un petit truc de voyage dans le temps. Voilà, c'est New Future, c'est littéralement ce run-là. Ouais, c'est pas celui-là que je cherchais, parce que moi j'aurais bien voulu vous montrer le mariage, j'ai plus exactement en tête le numéro, mais ils vont finir par se marier, donc c'est assez marrant. Alors ça c'est le crossover avec Shade, parce que alors Shade on nous fait comprendre qu'ils sont un vieil ami de Constantine, sauf qu'il va trouver la meuf de Constantine hyper bonne, du coup il va littéralement kidnapper la femme de Constantine, et Constantine il va pas trop kiffer du coup, et ils vont se battre pour la meuf, sauf que Shade va abandonner Constantine dans le passé, du coup ça va être un peu compliqué, enfin c'est assez marrant, le crossover est hyper... Mais comme je vous dis, en fait il y a un côté humour qui va commencer à apparaître, donc c'est assez étonnant. Voilà. Ah oui, il est très important. Constantine va perdre son doigt et ça va un peu. Voilà, c'est section littéralement sur là. Donc, bon, je vous laisserai lire les numéros si vous voulez plus en détail les petits résumés que je vous ai fait de chaque truc. Mais en gros, ils vont finir par se marier. Est-ce que j'ai mis No Future dans la... Oui, je l'ai mis là. Ça, c'est Section, du coup, c'est ce que je viens de vous montrer, avec Shade et tout, donc c'est très très fun, évidemment. Et ils vont, du coup, se marier. Alors, le mariage, il est où? Je sais plus. Mais le mariage va être un fiasco, mon gars. Alors, voilà, déjà, frame 1, il trouve... Attends, je vais arrêter de vous montrer ça, parce que... Je sais pas si je la mettrai sur quelle chaîne YouTube je la mettrai, cette vidéo, mais le mariage va partir en couille frame 1, vraiment. Ça, c'est la vague de synchronicité encore. Pour les bandeurs de... Voilà, donc le mariage. Ah non, là, elle regarde les robes d'abord. Elle regarde les robes. Après, il va perdre son doigt et tout. Enfin, c'est un peu le bordel. Il y a plein de sous-intrigues différentes. Avec notamment... Donc, en vrai, c'est un run qui tourne principalement autour d'Epiphany et de Constantine, leur relation. Donc, pareil, très solide, très très cool. Ensuite, vous avez Another Season. Donc, c'est vraiment la suite directe. Avec, du coup, John Constantine qui est accusé d'avoir frappé sa femme. Sauf que, encore une fois, vous avez un faux John Constantine et un vrai John Constantine. Alors ça, franchement, c'est pas le meilleur truc que j'ai aimé. Et en fait, la résolution est un peu simpliste, hein, je vous laisserai le lire, mais vraiment, même quand vous le lisez, ça vous... je vais même mettre en OK tier. Franchement, c'est petit creux. C'est pas incroyable. Vous avez... l'intrigue est pas ouf. En fait, tu comprends la fin, ce qui est un peu dommage, parce que vraiment, le principe de Hellblazer, comme je disais depuis le début, c'est que le plot twist à la fin soit cool, alors que là, vraiment, le plot twist est pas ouf, donc je vais le mettre là. Voilà, donc je vais le mettre en OK tiers, voilà, avec pareil, vous avez Gemma qui veut se venger de Constantine parce que par rapport au run d'avant, du coup elle va lui vendre son trench coat, du coup John Constantine il a plus son manteau, bon c'est un élément important mais c'est pas vraiment la peine d'en faire 4 numéros, tu vois. Et Another Season, du coup pareil, en fait elle pète un cap parce que John Constantine il perd un doigt mais ça sort un peu de nulle part, du coup il va aller chercher un doigt avec, c'est un peu bizarre, il va aller dans les bas-fonds explorer les bas-fonds de Londres pour trouver un nouveau doigt. Ça va le mener à une suite d'événements. Vous voyez, là, il essaie de se créer un nouveau doigt. C'est un peu improbable et tout. Vous voyez que c'est un peu...
Qu'est-ce qu'ils ont eu? Voilà. Il y a que du cul tout le temps, hein. Faut vraiment surtout pas que je scrolle, hein. C'est terrible. Ça fait que baiser. C'est pas du tout un mauvais run, mais c'est vrai que moi, c'est pas le côté de Hellblazer que je préfère. Voilà, moi, je préfère les démons et les trucs comme ça. Mais vous avez quand même le dernier run, Death and Cigarettes, qui est donc, après beaucoup de temps de parole, le dernier run de Hellblazer, qui est qui a été, alors pour l'anecdote en fait, les scénaristes, du coup Peter Milligan et les dessinateurs ont appris vraiment genre 1 ou 2 mois avant que leur run allait être sectionné, finalement amputé de la fin, parce que Vertigo était fini et que donc le label Vertigo était fini et que donc les personnages de chez Vertigo allaient partir dans le label DC Comics normal et que donc ils auraient plus les droits pour ce personnage-là. Ce qui fait qu'en fait, Peter Milligan, qui avait prévu plusieurs runs encore, enfin il voulait pas du tout s'arrêter là, il avait plein de trucs prévus, et ben en fait on va lui dire ouais en fait sauf que dans 1 mois ou 2 c'est fini, donc dépêche-toi de conclure. Donc forcément la conclusion, et même les dessins un peu, la conclusion est... Alors, je peux vraiment pas vous montrer rien du tout parce qu'il y a tout le temps du cul en fait. Parce qu'autant YouTube le gore ça lui va, tu vois, on peut lui montrer des vidéos de ouf, par contre il y a un peu de cul, c'est terminé. Voilà, la conclusion est un peu rushée. La fin est pas compréhensible. Vraiment, il faut le lire 1 fois ou 2, mais en fait, elle est plutôt cool, c'est plutôt intelligent. C'est pas du tout raté, au contraire, c'est plutôt sympa. Et surtout, voilà, ça va conclure avec un personnage que j'aime beaucoup, avec la sœur, enfin avec la nièce, pardon, de Constantine. Donc c'est plutôt sympa. Donc là, en fait, il conclut son run. Mais voilà, la dernière case, c'est avec sa nièce, qui est un personnage qui est là depuis le début, pardon, depuis les premiers numéros, qui est un personnage qui est très attachant, limite plus que sa meuf en fait. Donc voilà, c'est un personnage qui est là depuis le début, depuis le run quasiment de Mike Carey, voire même avant. Et donc ça va finir sur, alors je vous montre un peu la fin, parce que c'est une fin ouverte, donc c'est pas vraiment un spoil. De toute façon c'est même pas dispo en VF en plus, hein, Urban c'est quand vous voulez, avec du coup sa nièce qui va lui tirer dessus pour le tuer, parce qu'en fait il est maudit, parce que le dernier numéro s'appelle The Curse of Constantine, donc la malédiction des Constantines en fait, par rapport à ce qu'a fait son ancêtre, en fait toute la lignée est maudite, et donc elle va essayer de tuer Constantine pour elle, parce qu'elle aussi étant une Constantine, se libérer de la malédiction. Sauf que au moment où elle lui tire dessus, eh bien il va disparaître, voilà. Constantine va disparaître et il va se réveiller on va nous montrer un bar, pardon, j'ai explosé mon bureau. On va nous montrer un bar avec, regardez derrière, toutes les bouteilles Alan Moore, Dave Mikins, David Lloyd, Jason Aaron, pardon, Mike Carey, Denise Miller, Andy Deagle, Brian Azzarello. J'ai dit Azzarello tout à l'heure pour Highwater alors que c'était Mike Carey, hein, je me suis trompé, hein, my bad. Highwater, Hard Time avec tous ces runs d'Azzarello. Voilà, tous les dessinateurs, Liber Mero, il y a tout le monde. J'avais trouvé Peter Milligan qui est juste là, Giuseppe Camuncoli. C'est excellent, c'est trop fort. Et on nous montre un Constantine vieux qui presque se réveillerait d'un mauvais rêve en fait avec voilà, la fin. Cette fin elle est pas décevante parce qu'en fait c'est un pied de nez, c'est littéralement un doigt d'honneur à DC Comics en mode ah, tiens tu voulais une fin, bah voilà, une fin, voilà, c'est juste qu'il se réveille dans un bar et terminé, tu vois. Donc voilà, on peut l'interpréter comme on veut, mais en fait la vraie interprétation méta digétique entre guillemets, c'est que voilà, c'est un peu un retour à la réalité, mais pas tant au terme de la digeste, mais plutôt en termes de un retour à la réalité pour les scénaristes qui ont appris que leur run allait être coupé à la fin, et pareil pour les resteurs, et pour les lecteurs, pardon, tout le monde était un peu choqué, donc les gens étaient pas contents, voilà, ils étaient pas contents que Hellblazer se termine comme ça, et du coup ils ont pas pu faire la fin qu'ils voulaient, du coup ils ont fait ça, et je trouve ça très pertinent, puis hyper irrévérencieux, un peu comme comme est le run Hellblazer, comme est le personnage de Constantine, donc finalement c'est plutôt intelligent. Et donc, cette fin très intelligente, on va la mettre en... Je l'ai mise où? Je l'ai mise en... Où elle est partie ma fin? Je vais la mettre en Gothède, évidemment. Parce que c'est quand même la fin de 30 ans, voire 35 ans, de 1988 à 2013. Il y a quand même un gap. Donc c'est un run hyper iconique. Vous voyez que tout ce qui est dans Hellblazer, c'est quand même globalement très solide. Littéralement très solide en plus. J'ai mis ça parce que c'est une expression que je dis souvent. Par contre, vient l'heure du trash talk, parce que vient le moment où on va parler de Constantine New 52. Voilà, Constantine New 52 que j'ai même pas relu récemment, j'ai lu il y a quelques années pour une vidéo. Constantine New 52, voilà, donc après avoir quitté Londres pour New York, John est un peu... En gros, il va se retrouver dans les... c'est quoi? Ah oui, non, c'est pas ça, je confonds avec un autre run en plus.
En gros, il rencontre un mec qui lui parle d'un artefact hyper puissant et tout le monde veut cet artefact. Du coup, Constantine va essayer de trouver l'artefact avant tout le monde pour sauver le monde. Sauf que, en fait, alors même si c'est Jeff Lemire et Ray Fox, les dessins sont cool, hein, par contre, les dessins sont très très cool. Mais en gros, le problème, c'est qu'en fait, Constantine tire des rayons laser et que c'est pas comme ça qu'on fait du Constantine. En fait, ils ont pas. En fait, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas compris le. Bon, après, ok, c'est DC Comics, etc. Mais c'est trop edgy, c'est trop. Voilà, c'est trop les méchants avec des cases rouges, des rayons laser, des boules de feu. En fait, c'est pas ça, John Constantine. C'est pas l'esprit du comics. Il y a plus rien de social, il y a plus d'arnaques, il y a plus de. Enfin, si, il y a un peu vite fait des arnaques et tout, mais c'est genre en mode des fois il s'en sort en tirant des boules de feu et c'est vraiment pas le. C'est vraiment pas comme ça que. Par contre, les dessins sont hyper cool, hein. C'est vraiment pas du tout comme ça qui est censé se dérouler. Il y a beaucoup de super vilains aussi, ce qui est pas vraiment le truc de base, donc forcément, c'est pas mauvais, mais je le mets en Constantine 52 parce que les gens ont détesté, enfin vraiment le run s'est fait trash talk et tout. Bon, moi je déteste pas parce que bon, j'aime bien aussi, c'est sympa, mais c'est vrai que quand tu sais que t'as été amputé d'un autre run Hellblazer par Peter Milligan pour avoir ça, tu vois, ouais, t'as le Spectre, et en fait ils ont juste placé tous les persos cosmiques, c'est vraiment le défilé de personnages magiques, avec Zatanna, avec machin, avec truc, enfin c'est vraiment, ça n'a aucun sens. Un peu dommage. Vous avez Blight ensuite, alors l'arc Blight, putain, là c'est très compliqué. Alors moi j'avais bien aimé parce que je suis un peu un mongol et que surtout moi j'avais l'âge de. Quand c'est sorti, j'avais vraiment l'âge parfait pour suivre ce genre de conneries, tu vois. L'arc Blight en gros c'est. Ah ouais, voilà, moi je suis trop fan, hein. L'arc Blight c'est le moins pire je pense. Parce que c'est en gros Forever Evil, donc c'est le moment où toute la Justice League disparaît pour laisser place au syndicat du crime, hein. C'est le syndicat du crime qui arrive sur la terre principale d'ici. C'est les méchants qui remplacent les gentils, etc. Enfin, vous voyez avec Ultraman et tout. Et donc il reste que Constantine qui va monter une équipe de fortune avec Swamp Thing, Pandora, Deadman dans le corps d'Aquaman de Terre 3, demandez pas pourquoi, le Spectre, Zoriel, le Phantom Strangers et Nightmare Nurse. C'est vraiment l'équipe la plus aléatoire de l'histoire. Vous avez Constantine encore une fois qui va insulter Dieu parce que c'est marrant, sauf que c'est pas subtil, ça a aucun sens, enfin ça n'a aucun sens, tu vois. Alors que quand c'était fait par Paul Jenkins, c'était beaucoup plus profond et philosophique. Là, c'est vraiment juste en mode pourquoi si t'es Dieu, pourquoi il y a des méchants sur Terre alors enfin, vraiment, putain ta gueule quoi. Tu sais, c'est pas il insulte, genre, tu sais, il veut se battre avec lui, tu vois. Ça n'a aucun sens. C'est bon, en fait c'est too much. Voilà. C'est pas mauvais, mais c'est littéralement too much. Donc ils vont leur envoyer Zoriel pour se battre contre Blight, qui est un espèce de super vilain magique random. Bon, théoriquement très puissant, mais Blight, Forever Evil, vous marquez. En plus, le run il est tellement dur à suivre. Je peux pas vous avoir le méchant là sur DC Fandom. Voilà, en gros, c'est voilà, une espèce de méchant qui représente tout. C'est un aspect des grandes ténèbres, il représente toutes les pensées négatives des humains, enfin, c'est ce genre de conneries, tu vois. C'est hyper compliqué à suivre, il faut lire. En fait, faut lire genre Forever Review Justice League, faut lire. Attends, bon, ça c'est le TPB, mais regardez juste la read list. Faut lire Justice League Dark 24-25, Phantom Stranger 14, Constantine 9, Pandora 6, Justice League 26, Phantom Stranger 15, Constantine, Pandora, Justice League, Phantom. Et oh, t'es mal la checklist pour lire ce run, ça n'a aucun sens. Enfin, c'est. Voilà. Là, faut aller se faire enculer, donc je vais mettre en pas ouf, pas ouf. C'est pas claqué au sol, on va pas se mentir, c'est quand même ok tiers parce que c'est quand même cool, mais c'est vraiment pas ouf. Ensuite, on a un deuxième run qui est pas ouf. On a The Voice in the Fire. Quoique non, je suis le méchant, c'est le moins pire. The Voice in the Fire, il est ok tiers. Je vais le mettre directement en ok tiers. Ça commence au combien? Ça commence, j'ai même pas marqué. D'ailleurs, je vous ai spoilé la fin sans faire exprès. Constantine, alors je voulais pas faire ça. The Voice in the Fire, donc c'est après Blight, c'est après le numéro 10. On va dire, vers le numéro 18. Non, toujours pas. Tu vois, vous voyez, c'est long, hein, Blight. Ah oui, c'est vrai qu'après il va sauver Zatanna et tout. Oh là là, on n'y comprend rien. Il y a deux. Ils nous ont refait le coup de deux Constantine et tout. Alors The Voice, voilà. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment. Alors là, on est vraiment sur un petit run à la Hellblazer. Avec en gros une meuf qui appelle Constantine parce que il y a une maison dans laquelle on entend des voix. Et quand on rentre dans cette maison, on revit des souvenirs. Donc là, en fait, quand il rentre dans cette maison, il retourne dans la maison de son père dans laquelle il est traumatisé. Puis finalement, il y a un esprit dans la maison. C'est vraiment chasse aux démons classique, Hellblazer classique, vraiment du Hellblazer classique. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? C'est ok tiers. Ensuite, alors là pareil, Apocalypse Road, putain.
Je vais vous montrer directement la fin parce que c'est pour ça que vous êtes là. The Apocalypse Road, en gros, Constantine, voilà, la Terre se fait envahir par les paradémons de Darkseid. En gros, Apocalypse, Darkseid et les légions d'Apocalypse envahissent la Terre. Du coup, Constantine va essayer de trouver une solution, mais il va être transporté dans un univers alternatif, blablabla. Il va y rencontrer son père, mais qui est gentil, donc il va trouver que c'est triste que lui, son père, il soit pas gentil. Il va prendre la place du Constantine gentil, il va limite le tuer. Enfin, donc son père lui en veut. Et finalement, c'est pour ça que ce run est connu, c'est parce que John Constantine va réussir à littéralement tromper Darkseid. Je sais plus c'est quoi le délire, mais il va sacrifier genre la moitié de la planète, il va sacrifier quasiment tous les humains pour tromper Darkseid et faire croire que la planète a disparu. Et il va réussir. Ouais, je vous spoil parce que personne ne lira, ça n'a pas dispo en VF, c'est nul. Si vous voulez le lire, pourquoi pas. En vrai, il y a quand même tous les numéros d'avant avec son père et tout. Franchement, c'est pas si nul que ça. Puis voilà, Constantine en 1v1 contre Darkseid. Voilà, mon cœur de fanboy est satisfait, mais ça mérite un OK tiers, pas plus. Quoique, il s'en sort bien, tu vois. Non, en vérité, c'est pas ouf. En vérité, c'est pas ouf. Ensuite, on a le premier run de c'est qui, c'est James Ironfor et Simon Oliver, et c'est dommage, c'était vraiment nul. Voilà, John nu, couvert de sang, se tient devant une vendeuse désemparée dans un magasin de vêtements. Il l'empêche de force d'appeler la police et persuade de l'habiller, tandis que le fantôme de Gary Lester lui... En gros, il y a quelqu'un qui va tuer les fantômes de Constantine, parce qu'en fait Constantine est tout le temps suivi de plein de fantômes parce qu'il est traumatisé par tous les mecs qui sont morts, et surtout Constantine il a des yeux qui lui permettent de voir ce que les autres ne voient pas. Du coup il voit les fantômes, il voit les choses comme ça. Ça c'est un run qui n'avait pas plu aux gens parce qu'il était woke. C'est un run woke, Constantine embrasse un homme, du coup on va le mettre en claque au sol. Non, ça sérieusement en fait, ce run, vous voyez, il y a ce run est aléatoire, il n'a ni queue ni tête. Mais, moi j'ai la couverture jaune là, celle-là je l'ai en signé par James Ironfor. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas ouf, c'est nul, en fait c'est nul. C'est nul, pas parce que c'est woke, pas parce que c'est pas très bien dessiné. D'ailleurs c'est qui, c'est Riley Rossmo au dessin? Oui exactement, c'est Riley Rossmo au dessin. Je sais même plus c'est quoi son prénom à Doyle. Franchement c'est pas ouf, en fait on comprend rien, ça va trop vite et ça part dans tous les sens et ça va nulle part en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. C'est nul. Ouais, donc on voit tous les fantômes, voilà, tous les fantômes de Constantine. Ça partait d'une bonne intention, mais c'est purement et simplement raté. Voilà. Et pareil pour le deuxième run, The Art of the Deal, qui est un peu moins pire, avec Swamp Thing et tout, qui est quand même plutôt raté. Et puis voilà, on sent qu'ils veulent faire de l'irrévérencieux pour rien, tu vois. C'est vraiment en mode oh, regardez comme c'est original et subversif. C'est pas incroyable. En fait, quand tu le lis, vraiment, quand tu le lis, ça ne t'apporte rien, ça n'a aucun intérêt. Les ficelles, elles sont grosses, qu'ils en peuvent plus, c'est pas intéressant. C'est nul, c'est vraiment un raté ce run, c'est assez terrible. Ensuite, on a quoi alors, en parlant de raté, Hellblazer Rebirth. Alors, Hellblazer Rebirth, du coup, un retour aux sources parce que le run n'avait pas plu. Du coup, là, ils sont retournés sur un truc plus constantinesque, on va dire. C'est compliqué parce que c'est moins nul, mais c'est pas non plus ouf. Hellblazer Rebirth, il est là. Non, ça c'est le TPB. Donnez-moi du Rebirth. Hellblazer Rebirth, ils sont en gros, le délire c'est de repartir. C'est Simon Oliver, ouais, c'est Simon Oliver au scénario, pardon, avec John Cassaday à la cover. Le délire c'est de revenir sur du Hellblazer un peu plus vraiment vénère, tu vois, genre vraiment avec un Constantine méchant, avec des enquêtes, une part un peu sociale, sauf que tout est léger. L'enquête elle est pas folle en gros. Il y a un démon qui va capturer toutes les âmes des Londoniens, un truc comme ça, qui retient les âmes en otage. Enfin, on comprend pas vraiment où ils veulent enfin, ça n'a pas vraiment de but. C'est un peu problématique, c'est pas ouf. Mais c'est pas nul non plus. Par contre, les variantes de Yasmine Pottery, moi j'ai quasiment toutes, je trouve phénoménal. C'est pas ouf, franchement c'est un peu nul. Surtout ce premier run, ça va mieux après. En fait, celui-là, il est nul. The Poison Truth, c'est un peu nul. Et ils ont en plus le retour de situation, il est vraiment gagaste, claqué au sol. Le Smokeless Fire, c'est un peu mieux. Parce qu'il est à Paris, regardez, voilà, la ville lumière est au milieu des bastions habituels de John Constantine. Mais ces deux anciens capitales impériales ont plus en commun qu'on ne le croit.
comptant parmi les villes les plus anciennes et les plus sordides d'Europe, elles ont toutes deux des centres de pouvoir politique et économique. Et maintenant, suite à l'arrivée du tristement célèbre sorcier des rues connu sous le nom de Hellblazer, elles sont potentiellement l'équivalent d'un Armageddon magique sans précédent depuis le règne de Salomon, qui est le méchant. Ça, c'est pas ouf, mais non, ça c'est ok tier en vrai. Non, franchement, en vrai, c'est pas ouf. C'est pas la folie. Les variantes de Yasmine, enfin les covers de Yasmine Putri sont toujours aussi bien. C'est vraiment vénère, tu vois, ils ont vraiment essayé de faire le... Là, on a je sais pas pourquoi, il y a un enfant décapité. Ils ont vraiment essayé de faire ce truc de vénère, vraiment vénère à la Hellblazer. C'est un peu mieux, mais c'est toujours pas incroyable. Voilà, c'est toujours peu mieux faire, on sent qu'ils essaient de faire, mais c'est pas la folie. Ensuite, le troisième run, c'est une catastrophe. Non, c'est le quatrième. Voilà, le troisième run, c'est un run sur la mort, voilà. Vous laisserez mettre pause pour le résumer si ça vous intéresse. Donc en gros, c'est quoi le truc là? C'est on lui fait croire que... on lui fait quoi? On lui fait croire qu'il a tué quelqu'un en fait. C'est pas... En fait, il sait pas s'il a tué quelqu'un ou pas. Donc c'est pas incroyable. Voilà, c'est ça. En fait, il va se retrouver, il va se réveiller avec un mec mort autour, à côté de lui, et il va pas comprendre si c'est lui qui l'a tué ou pas. En plus, il y a tout ce truc là sur les super-héros, parce que John Constantine déteste les super-héros. Ça, c'est le meilleur, entre guillemets, c'est le meilleur. The Inspiration Game, il est ok tiers. Par contre, celui d'après, là, le dernier, c'est une catastrophe. The Good Old Days, de retour à Londres, hein, on remarquera qu'il tourne en rond, le scénariste, parce que c'est littéralement le même résumé que le premier. Voilà, et là, ils ont fait, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils ont fait une romance avec comment il s'appelle? Avec la chasseresse, la Huntress. Alors là, les amis, je sais pas quoi vous dire, à part que ça n'a aucun putain de sens. Vraiment, pourquoi faire? Ah oui, putain, le Huntress qui tire sur des mecs de cité défavorisée, ça n'a aucun sens. Enfin, vraiment, c'est... Pourquoi faire? Vraiment, c'est crossover improbable, j'ai rien compris, genre ça doit être un délire du scénariste. Vraiment, ça n'a ni fait ni à faire. Ça dure longtemps en plus, hein. Voilà, donc la fin du run est anecdotique pardon, au possible. C'est vraiment pareil, la résolution, c'est même pas une arnaque ni rien, c'est juste un pauvre retournement de situation magique. En fait, c'est ça, c'est la magie, en fait, elle est mal utilisée dans ces runs-là, parce que normalement, la magie n'est jamais censée être utilisée pour résoudre une situation. Elle est censée être utilisée pour créer le problème, pas pour le résoudre. Et ça, c'est le principe de Hellblazer. Donc ça, c'est claqué au sol, là, c'est nul à chier. Ensuite, pour finir cette petite vidéo, on a... Bon, alors là, vous savez, ça va être très très simple, en fait. On va faire ça, ça, et ça, sachant que ce run là c'est sûr. Hellblazer, Dead in America et le comics précédent du coup. Sandman Universe présente Hellblazer, hop. Ça c'est très simple, c'est le dernier run Hellblazer. Alors qui est peut-être un peu compliqué à comprendre, et ça c'est Dead in America, voilà. Ça c'est du coup le relance dans un label à part, dans le Sandman Universe, qui est un peu un label finalement Vertigo 2 si tu veux. C'était un peu voilà. Et là vous avez Aaron Campbell au dessin, j'en ai déjà parlé 1000 fois, mais ce run hyper cool, hyper social, hyper politique, avec un propos qui est pertinent. Vous avez des problématiques qui sont abordées, genre la pêche dans la Manche et tout, parce qu'il y avait, vous savez, quelques années il y a eu des problèmes avec ça. Vous avez des nouveaux personnages, vous avez des nouvelles choses. Dans cette, vous voyez l'ambiance, elle est complètement folle. Je crois qu'il joue à Fortnite maintenant. Donc voilà, en fait, Constantine va être un peu... En fait, bon, il y a plusieurs petites enquêtes, mais avec un fil rouge. En gros, il y a une espèce de Constantine plus vieux qui suit le Constantine jeune, et ça fait un espèce de fil rouge. Mais c'est pas vraiment le plus important, parce que c'est que pour le dénouement final. Voilà, cette espèce de Constantine vieux qui lui donne des visions. C'est un peu lié au reste du Sandman Universe. Franchement, c'est excellentissime. C'est hyper pertinent. Enfin, vous voyez que c'est génial. Là, l'équilibre entre pertinence politique et sociale et démon, tout ça, machin. Parce que du coup, ça, c'est un nouveau personnage qui a un lien avec Constantine, je vous en dis pas trop, qui est muet, donc il parle que avec des pancartes, quoi, ou en langage des signes.
C'est tellement bien, vraiment, c'est excellent. Pareil, la magie, en fait, c'est un run qui a pour principe que le prix payé pour la magie est toujours plus élevé à l'utilisation que tu pourras en faire. Voilà, c'est la dernière case d'ailleurs. The price is always higher than the price. Qu'est-ce que je peux taper pour vous trouver la dernière case sans vous montrer la fin? Hellblazer, Aaron Campbell. J'adore ce mec. Et en plus, alors faut savoir que ce mec-là dessine, c'est pas de la tablette graphique, c'est tout dessiné à la main. En plus, c'est cette dernière case-là. Voilà. Est-ce qu'on peut la voir en pas flou, s'il vous plaît? Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Oui, c'était plus ou moins le but. The price is always higher than the price. Voilà. En français, c'est pas facile à traduire, mais alors, le prix est toujours plus élevé que le prix. Hein. Mais vous voyez comment c'est dessiné. Enfin, c'est tout le temps dessiné comme ça. C'est tellement bien, putain. C'est tellement bien, voilà, enfin vraiment lisez-le. Vous avez du coup deux arcs narratifs. Un premier arc narratif du coup où il revient un peu machin, puis un deuxième arc narratif qui est la conclusion. En fait, il y a 2 TP, mais c'est le même run, en fait, c'est littéralement la même chose. Sachant qu'en fait, ces 2 arcs-là sont plein de petites histoires avec un petit fil rouge à la fin. C'est pas une grande histoire, c'est plein de petites histoires. C'est génial, il y a un numéro avec une sirène le numéro de la sirène, il est phénoménal. Je sais plus le combien c'est, mais... Je crois que ouais, c'est celui-là. Je suis fort quand même. Ouais, le numéro de la sirène, excellentissime. Ça, si vous pouvez lire ça en VF, c'est pas en VF, là, vraiment, allez-y. C'est un numéro sur les pêcheurs britanniques. On parle souvent, en France, on parle des agriculteurs. Là-bas, ils parlent plutôt des pêcheurs. Vraiment, mais allez-y, les yeux fermés. D'autant que la suite est sortie il n'y a pas longtemps en français avec Hellblazer. Alors, un peu plus compliqué à comprendre, je concède, mais franchement, tout aussi excellent. Un numéro sur Hollywood, sur ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et le principe est très simple. En gros, Constantine, bon là, ça commence en plus, ça commence avec une arnaque. En gros, Constantine essaie de. Vous voyez que là, on est sur la fontaine de Jouvence. Constantine essaie d'arnaquer le gardien de la fontaine de Jouvence, sauf qu'il va pas réussir parce que il va pas réussir. Parce que en gros, Constantine a un trou dans le cœur. On sait pas trop comment c'est arrivé, mais en gros, sans trop vous spoiler, il va mourir. En fait, il a plus qu'une semaine ou 2 à vivre. Sauf que va y avoir un vieil ami qui va venir, Dream, qui va, j'ai fait une vidéo dessus il y a pas longtemps en plus, Dream qui va venir lui réclamer un service parce qu'effectivement, quand John Constantine dans Sandman lui avait rendu le sable des rêves, en gros, ça fait référence à un comic Sandman des années 80. Quand John Constantine lui a rendu service, en fait, il lui avait menti. Il avait dispatché le sable des rêves un peu partout en Californie, et donc Dream s'en est aperçu plus tard, et un méchant inconnu a récupéré une partie de ce sable et fait n'importe quoi avec, et est même devenu plus puissant que Dream, à tel point que Dream a peur de se battre contre cet ennemi-là, donc il veut pas se battre contre eux. Du coup, petit chat d'ailleurs, petite référence. Et du coup, il va engager Constantine pour l'aider. Enfin, vous voyez que niveau dessin, ça met une tempête à 90% de ce qui se fait actuellement. Et donc Constantine se dit que évidemment s'il aide Dream un infini, il pense que voilà, il pourra peut-être régler son problème de cœur qui a disparu. Et donc on s'engage sur un road trip au travers tous les États-Unis avec quelques numéros fillers qui sont excellents. Et donc en fait à chaque étape du voyage, ils vont en apprendre plus sur qui est ce mystérieux ennemi en fait, parce que du coup ils vont essayer de mener l'enquête. Et le plot twist à la fin. En fait en plus je peux vraiment pas vous montrer la fin, mais la fin est vraiment vraiment excellente. C'est très très. Alors c'est très bavard, plus bavard que d'habitude, mais c'est incroyable. D'autant que vous avez la résolution avec le méchant à la fin est géniale, vraiment dans la pure vibe de ce que faisait Paul Jenkins dans ses résolutions. Et il y a plus de ça, il y a un plot twist à la fin purement gratuit. Voilà, la dernière page, tu étais en mode mais what the fuck, incroyable. Donc voilà, vous voyez la référence d'ailleurs à In the Deep End avec le run d'Andy Deagle. Maintenant que vous êtes des hommes de culture sur Hellblazer, vous savez, donc voilà ma tier list finie de Hellblazer. Je vous mettrai le PDF et la tier list en description si jamais vous voulez la faire. J'espère que cette vidéo est pas trop longue, je pense que si malheureusement, mais en même temps j'ai vraiment fait au plus court possible, hein, dites-vous, parce que sinon je pourrais en parler pendant l'infini en fait. J'aurais bien vous parler de tous les petits runs que j'ai pas pu aborder, etc., les petits one-shots et tout, mais bon, parce que pareil, vous avez des petits one-shots, notamment sur la période Mike Carré. Je crois que je l'ai relevé dans le PDF. Vous avez Bad Blood aussi, pareil, qui est excellent. Vous avez City of Demons qui est excellent. Les Papa Midnight, Lady Constantine. Vous avez Hellblazer Holy Engine aussi, qui est un one-shot qui est complètement fou. C'est un one-shot, donc vous pouvez le lire comme ça, sans rien d'autre avoir lu avant. C'est trop bien. Les Winter's Edge, ça c'est très bien. Mais je cherchais, moi, Heartland aussi, pareil.
Je cherchais le numéro de Constantine où en gros on voit son passé, c'est The Gift il me semble. C'est le numéro 130 si je dis pas de conneries, je suis allé trop loin là dans mon PDF. Où suis-je dans mon PDF? 100, 200, hop là, 130. The Gift c'est par où? Là on est à System of Control. Ah mais vous savez, regardez la technologie. The Gift c'est le numéro 213, hein, donc en fait rien à voir. Alors attendez, bougez pas, je vous montre quand même un truc pour finir. Ah, faut pas me lancer. Ah merde, j'ai tapé Hellblazer 213. Hellblazer, bam, bam. Magnifique. Ah ça, Hellblazer The Gift, c'est un one-shot, comme il y en a plein, sur le passé de Constantine. Et c'est vraiment, c'est le point zéro qui l'a rendu mauvais. Alors, en gros, Constantine qui se faisait harceler, tout ça machin, et qui pour s'intégrer va essayer de montrer un peu aux autres qu'il peut faire de la magie pour être un peu stylé et tout. Sauf que ça va partir. Vraiment, je vous le spoil pas celui-là. Vraiment, lisez-le, même lisez-le en ligne. En vrai, celui-là, on s'en bat les couilles. C'est absolu cinéma, c'est trop bien, vraiment incroyable. Et le Blazer Shoot aussi, très très bon. Enfin, bon, bref. Voilà, pour moi, les must-have, c'est vraiment le premier run, Original Sins, Good Intention avec tout le run de Brian Azzarello qui est complètement fou. Évidemment, la période The Loshing Magician, tout le run de Mike Carey d'Andy Deagle qui se complète, hein, parce que c'est la suite l'une de l'autre. Mike Carey, Andy Deagle, voilà, pour moi, c'est avec en fait la période Leonardo Manco au dessin, donc fin de Mike Carey, début d'Andy Deagle et jusqu'à la fin d'Andy Deagle. Pour moi, Leonardo Manco au dessin, c'est vraiment le pur Hellblazer, le plus sombre, le plus macabre et tout, je trouve ça trop bien. Ensuite, évidemment, bon, la fin de Hellblazer. Et ce qui s'est fait récemment sur Hellblazer, Simon Spurrier et Ron Campbell, je trouve ça au même niveau que le reste, je trouve ça phénoménal, voire meilleur. Enfin, en plus, encore plus actuel et contemporain, c'est incroyable. Gothid, évidemment, bon, évidemment, le reste de The Devil You Know, du coup, de Jamie Delano, puis du Garcenis, parce que c'est excellent, et vous avez vu un peu de Denise Mina. Donc voilà, pour moi, ça, ce qui est nul, c'est évidemment le Constantine sous DC, c'est très très faible, à part ces deux passages-là de Hellblazer Rebirth, le reste est très très faible. Tout ça, faut que j'ai mis en tiers, mais ça se lit bien. Classic Shit, ça c'est. Et en fait, à partir de tout ça, c'est excellent. Tout ça, c'est excellentissime. Même ça, en vrai, les deux là, ils sont très très bons aussi. Puis, comme je vous ai dit, je les ai mis là parce qu'ils sont tributaires la résolution est tributaire de ce qui a été fait avant. Donc, forcément, lire que celui-là, c'est un peu nul. Pour profiter pleinement de ce run-là et de ce run-là, il faut avoir lu celui d'après. Donc, forcément. C'est pour ça que je les ai mis là, mais globalement c'est génial, il fallait en mettre un peu là, sinon ça aurait eu que du DC Comics là et Vertigo là, ça aurait été un peu triste. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Je sais pas si je la posterai sur la chaîne principale ou secondaire, vous me direz si ça vous plaît en commentaire. Peut-être on refera sur d'autres persos, peut-être sur Nightwing, sur les X-Men, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, peut-être en live d'ailleurs si ça vous intéresse, pourquoi pas. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, salut tout le monde.